Parfois, la vie doit arrêter le cœur d'un homme pour qu'il comprenne, enfin, ce que signifie vraiment être en vie. Un homme d'affaires habitué à tout contrôler découvre qu'il ne contrôle rien lorsqu'il se heurte de plein fouet à sa propre fragilité. Et alors, dans l'endroit le plus improbable du monde, il trouve exactement ce qu'il n'avait jamais su chercher. Avant de commencer ce voyage émotionnel, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos tous les jours. Laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez cette histoire. Nous serons ravis de savoir jusqu'où cette narration parvient et profitez-en pour laisser un j'aime qui nous aide énormément à continuer de vous apporter toujours de nouvelles histoires qui touchent profondément le cœur. Le soleil de l'après-midi frappait avec force les pierres irrégulières du chemin de terre lorsque la voiture de location d'Antoine Dubois franchit le dernier virage avant l'entrée de la propriété. Il était sorti de l'hôpital 3 jours auparavant avec un dossier rempli d'ordonnances, un moniteur cardiaque au poignet et une liste de restrictions qui rendaient sa vie habituelle complètement méconnaissable. Pas de réunion, pas de téléphone portable plus de 30 minutes d'affilée, pas d'excès de café, pas de stress. Le docteur Olivier Lefebvre avait été direct comme toujours, sans détour ni diplomatie superflue. 2 mois de repos absolu où la prochaine visite aux urgences n'aurait pas la même fin heureuse. Antoine avait tout écouté avec une expression fermée et les bras croisés, comme il écoutait les rapports financiers qu'il n'aimait pas recevoir. Il signa les papiers, il prit les ordonnances, il remercia de manière protocolaire. Et tandis qu'il descendait par l'ascenseur de l'hôpital avec 47 ans au compteur et un cœur qui avait lâché comme un moteur de voiture d'occasion, la seule chose à laquelle il pensa fut « Il faut que j'aille en Aubrac ». Cela n'avait pas été une décision élaborée. Ce fut plutôt un vieil instinct, enfoui sous des décennies de tableurs et de contrats, qui avait refait surface au moment où le moniteur cardiaque avait bipé et que les médecins avaient couru vers sa chambre, la maison de campagne. La propriété que son père avait laissée dans un virage paisible de l'arrière-pays aveyronnais, à 3 heures de route de Lyon, nichée entre montagne et silence. Antoine n'y était pas allé depuis presque 4 ans, peut-être 5. Les années s'étaient mélangées de la même manière que tout se mélange quand on vit en courant. Une tâche continue d'aéroport, de salle de réunion et de dîner d'affaires où personne ne dînait vraiment. L'administrateur de la propriété avait démissionné 2 ans auparavant, et Antoine, trop occupé pour embaucher un remplaçant, avait simplement fermé le portail à clé et laissé la maison à son propre destin. Il résoudrait cela un jour. Un jour était toujours le mot favori d'un homme qui croyait que le temps était gérable comme toute autre ressource. Mais le cœur ne connaissait pas les tableurs. Antoine réduisit la vitesse de la voiture lorsqu'il reconnut la fin du chemin. La végétation dense des 2 côtés avait empiété sur l'accotement, et quelques nouveaux nids de poules parsemaient la piste de terre battue, mais le paysage était globalement familier. Les montagnes en arrière-plan. Le ciel ouvert et immense, qui n'existait que loin des villes. L'odeur de terre mouillée d'une pluie récente qui imprégnait encore l'air par la fenêtre entr'ouverte. Alors il vit le portail. Il arrêta la voiture au milieu du chemin. Le portail en bois qu'il avait laissé délavé et partiellement décroché de son gond était peint d'un bleu vif, un bleu puissant, pur, de la couleur du ciel d'été, avec les ferrures peintes en blanc. Antoine sortit lentement de la voiture, clignant des yeux devant cette couleur qu'il ne reconnaissait pas, essayant de comprendre ce qu'il voyait comme s'il s'était peut-être trompé de chemin. Mais il n'y avait pas d'autre chemin. C'était celui-là. Il marcha jusqu'au portail et le poussa. Il s'ouvrit facilement sans le grincement rouillé habituel. Le jardin devant la maison avait été complètement transformé. Là où il y avait auparavant des mauvaises herbes, de la terre sèche et des décombres oubliés, il y avait maintenant des parterres de fleurs colorées soigneusement agencées le long du chemin. L'herbe tondue, courte et verte, et 2 grands pots en terre cuite sur les marches de la véranda, avec des plantes qu'Antoine n'aurait su nommer, mais qu'il reconnaissait comme vivantes, fleuries et soignées. Les fenêtres qu'il avait laissées poussiéreuses et fermées avec les volets semi-cassés reflétaient maintenant le soleil de l'après-midi comme des miroirs propres. Un hamac était suspendu entre 2 points de la véranda. Un balai à manches courtes, appuyé contre le mur. Antoine resta immobile au milieu du chemin pendant un temps qu'il ne sut mesurer. Son cœur battait à un rythme qu'il remarqua. Il avait commencé à noter chaque battement depuis l'infarctus, comme s'il avait installé un microphone à l'intérieur de sa propre poitrine. Il respira profondément, comme le docteur Olivier lui avait enseigné. Inspira par le nez, expira par la bouche. Il répéta. Puis il monta les marches de la véranda. La porte d'entrée était ouverte
avec seulement la moustiquaire fermée, et par l'ouverture, il entendit avant de voir un son aigu et joyeux, un rire de petite fille. Antoine posa sa main sur la moustiquaire et regarda. Une fillette de 4 ans courait dans le salon avec une poupée de chiffon serrée contre sa poitrine, les cheveux attachés en une queue de cheval qui s'était défaite d'un côté, les pieds nus battant le parquet ciré. Sur le tapis au centre du salon, un tapis qu'il n'avait jamais vu avec des rayures colorées, un bébé rampait avec détermination derrière un chariot en plastique jaune, bavant sur son menton et gazouillant de satisfaction. Et sur le canapé en cuir qu'Antoine avait acheté dans un showroom à Paris des années auparavant, une jeune femme pliait du linge avec les mouvements calmes et méthodiques de quelqu'un qui fait cela tous les jours. De petits vêtements, un t-shirt d'homme, un drap imprimé. Toute une famille s'était installée chez lui. Antoine ouvrit la moustiquaire sans frapper. Le bruit du gond fut suffisant pour que la femme lève le visage d'un coup, lâchant le linge qu'elle pliait, et se lève avec une rapidité qui révélait un instinct de protection avant toute autre chose. Ses yeux étaient grands et sombres, et immédiatement alerte. La fillette arrêta de courir. Le bébé s'assit sur le tapis et regarda l'inconnu, la bouche ouverte et l'expression grave des bébés qui n'ont pas encore compris le concept de menace. Il y eut un instant de silence complet. « Bon après-midi » dit Antoine, d'une voix qui se voulait ferme et qui ne sonna qu'épuisée. « C'est ma maison. » La femme ne répondit pas immédiatement. Elle resta debout devant le canapé, les épaules droites et le menton légèrement relevés, et Antoine remarqua qu'elle n'avait pas peur, ou si elle l'était, elle avait décidé de ne pas le montrer. Elle était jeune, peut-être une 30aine d'années, les cheveux châtains attachés en un chignon négligé qui laissait des mèches libres dans la nuque, vêtue d'une blouse simple et d'un pantalon long avec une tache claire au niveau du genou qui semblait être de la farine ou de la pâte à pain. « Je sais que c'est le cas », dit-elle, d'une voix qui se voulait également ferme. « Mon nom est Manon, Manon Duval. »« Manon Duval. » Antoine répéta le nom comme si c'était une clause de contrat qu'il devait mémoriser. « Et que fait Manon Duval dans ma maison ?» La fillette s'était approchée lentement de sa mère et enfouissait maintenant son visage dans son dos, épiant Antoine d'un seul œil. Le bébé avait recommencé à ramper vers le chariot jaune, complètement étranger à la tension ambiante. « J'y habite », dit Manon, avec une simplicité qui, pour une raison quelconque, désarma Antoine pendant une fraction de seconde avant que la colère ne revienne. « J'y habite », répéta-t-il sur une intonation différente. Il regarda autour de lui, les vêtements pliés sur le canapé, le tapis coloré, le bac à jouets appuyé contre le mur, l'odeur de nourriture qui venait de la cuisine, une bonne odeur familiale qu'il ne put ignorer même en essayant. « Depuis combien de temps ? » « 4 mois. 4 mois. » La voix d'Antoine baissa. « 4 mois à vivre chez moi sans demander la permission. » Manon ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. « J'ai essayé de trouver le propriétaire. Monsieur Jean-Luc, le propriétaire de l'épicerie du village, il a dit que le propriétaire avait disparu depuis des années et que la maison était abandonnée. Je n'envahissais pas de mauvaise foi. Le résultat pratique est le même. J'ai pris soin de l'endroit. » Sa voix prit une fermeté qui surprit Antoine. « Quand je suis arrivé ici, la maison était pleine de moisissures, les tuiles se détachaient, il y avait des termites à la fenêtre de la chambre du fond. J'ai tout nettoyé, j'ai peint, j'ai planté, j'ai réparé ce que j'ai pu. » Elle fit une courte pause. Le portail bleu, c'est Léa qui en a choisi la couleur. Comme si elle savait qu'on venait de parler d'elle, la fillette sortit de derrière sa mère et regarda Antoine avec un sérieux comiquement disproportionné pour quelqu'un de 4 ans. « Vous êtes le propriétaire de la maison ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit Antoine. « Vous êtes méchant ?» La question prit Antoine complètement par surprise. Il cligna des yeux. La fillette attendait, les yeux bruns très ouverts et la poupée de chiffon pendue par le bras, sincèrement curieuse de la réponse. « Je n'ai pas encore décidé, » dit-il. Et ce fut la chose la plus honnête qu'il ait dite depuis des semaines. La fillette considéra cela avec sérieux, puis fit demi-tour et recommença à courir dans le salon comme si la crise des adultes était une affaire réglée. Manon observa sa fille, puis reporta ses yeux sur Antoine avec une expression qu'il mit un moment à déchiffrer. Ce n'était pas du défi, c'était de la fatigue. Le genre de fatigue qui ne vient pas d'une mauvaise nuit, mais de mois ou d'années à porter un poids trop lourd. « Je vais appeler la gendarmerie », dit Antoine, plus comme une pensée à voix haute que comme une menace réelle. « Vous pouvez appeler », répondit Manon avec une quiétude qui le déconcerta. « Mais en attendant, le café est sur le feu.
la marque qu'il y a dans le placard. Antoine resta immobile à l'entrée du salon. Du fond de la maison arrivait l'odeur incomparable du café filtré, fort, chaud, exactement comme il le buvait. Il regarda le bébé qui avait atteint le chariot jaune et célébrait sa conquête par un cri aigu de satisfaction. Il regarda la fillette qui avait recommencé à courir dans le salon, cette fois en cercle plus lent, fredonnant quelque chose à sa poupée. Il sentit son cœur battre. Il compta les battements comme le docteur Olivier lui avait ordonné quand il sentirait la pression monter. Il sortit son téléphone portable de sa poche. Il resta à regarder l'écran pendant un temps considérable. Il rangea son téléphone. « 10 jours, dit-il d'une voix qui sonna plus fatiguée qu'autoritaire. J'ai 47 ans, je viens de sortir de l'hôpital après un infarctus et le médecin m'a envoyé ici pour me reposer. Pas pour résoudre une invasion de propriété. Vous avez 10 jours pour trouver un autre endroit. Pendant ce temps, je resterai ici aussi, parce que c'est ma maison et je n'ai pas d'autre endroit où aller pour l'instant. » Manon resta très silencieuse. « 10 jours, dit-elle finalement, comme si elle calculait quelque chose dans sa tête. « 10 jours, confirma Antoine. Il y avait une chambre au fond qu'il n'utilisait jamais beaucoup. Manon avait rangé la principale, la plus grande, avec ses vêtements et ceux des enfants, et avait installé un berceau improvisé appuyé contre le mur. Antoine alla dans la chambre du fond, ouvrit la fenêtre, regarda le jardin transformé. Un potager ordonné avec des tomates et de la salade, un enclos improvisé où quelques poules circulaient avec autorité, des fleurs le long de la clôture en bois, et s'assit sur le lit que Manon avait laissé avec des draps propres et sentant le savon de Marseille. Il avait faim. Il était épuisé. Il était dans un état émotionnel que le manuel du docteur Olivier classerait probablement comme « stress modéré à éviter ». De la cuisine arriva l'odeur d'un plat mijoté. Antoine resta assis sur le lit jusqu'à ce que la fillette apparaisse à la porte de la chambre, sans cérémonie, un papier plié à la main. « J'ai fait un dessin pour vous, » dit-elle. Il prit le papier. C'était un homme grand, très grand, dessiné au crayon de cire marron, avec le visage rouge et les bras tendus comme des ailes. Au-dessus, écrit d'une écriture maladroite et fière, un mot « Toine ». « Je m'appelle Antoine », dit-il. « Antoine, c'est trop long », expliqua la fillette avec patience. « Tonton Toine, c'est mieux. » Antoine regarda le dessin pendant un long moment, puis il plia le papier avec soin et le mit dans la poche de sa chemise. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Léa. »« Léa. » Il répéta avec un accent qui la fit rire. « Va dîner. » Elle tourna sur ses talons et partit en courant. Antoine resta un instant assis dans la chambre du fond, sentant l'odeur de drap propre et de café filtré, avec un dessin dans sa poche et le soleil se couchant sur les montagnes de l'Aubrac, pensant qu'il avait prévu beaucoup de choses dans la vie. Fusion, crise, paris juste et faux sur des marchés volatiles. Mais il n'avait jamais prévu cela. Le premier dîner fut silencieux et étrange. Manon lui servit une assiette sans lui demander s'il en voulait, ce qui l'irrita et le soulagea en même temps de ne pas avoir à demander. Léa parla pour tous pendant le repas. De la poule qui s'était échappée le matin, d'une grenouille qu'elle avait trouvée dans le jardin, d'une histoire qu'elle voulait que sa mère lui lise avant de dormir. Le bébé, que Manon appelait Théo, resta dans sa chaise haute, frappant la cuillère sur la table avec une satisfaction percussive indéniable. Antoine mangea en silence. Le plat mijoté était assaisonné d'ail et de laurier. Le riz était parfait. Il y avait des légumes verts sautés à l'ail qu'il n'avait pas mangés depuis le départ de son ancien employé, 2 ans auparavant. Il ne dit rien de la nourriture. Après le dîner, il lava sa propre assiette, un geste qui fit Manon le regarder avec une expression légèrement surprise qu'il préféra ignorer, et se rendit dans la chambre du fond. Il s'allongea sur le lit. Il entendit, à travers la fine cloison, la voix de Manon lisant à voix haute. Une histoire de princesse et de dragon, racontée avec des intonations différentes pour chaque personnage, avec des pauses au bon moment. Léa l'interrompait avec des questions. Théo faisait des bruits de la chambre d'à côté. Et puis, quand l'histoire se termina et que la lumière s'éteignit, le silence de la maison de campagne envahit l'espace avec une qualité différente du silence de l'appartement à Lyon. Ce n'était pas un vide, c'était une plénitude. C'était le silence de ceux qui dorment entourés. Antoine resta à regarder le plafond dans l'obscurité. Il n'avait pas réalisé à quel point ce genre de silence lui manquait. Il s'endormit avant de se rendre compte qu'il avait fermé les yeux et ne se réveilla pas une seule fois avant que le soleil n'entre par la fenêtre ouverte le lendemain matin avec l'odeur de café frais, fort, chaud, exactement comme il l'aimait.
arrivant par la porte entr'ouverte comme si la maison savait depuis longtemps comment l'accueillir. Les premiers jours furent une négociation silencieuse de territoire. Antoine se levait tôt. Son cœur se levait tôt maintenant, indépendamment de sa volonté, comme s'il avait installé une alarme interne qui n'acceptait pas d'être désactivée, et trouvait la cuisine déjà occupée par Manon, qui préparait le café et la bouillie des enfants avec une routine si établie qu'elle semblait exister depuis des années dans cette cuisine. Elle se déplaçait entre la cuisinière et l'évier avec une efficacité économique, sans gaspillage de gestes, et quand elle remarquait sa présence dans l'embrasure de la porte, elle ajustait l'espace d'un pas latéral pour qu'ils puissent atteindre l'étagère des tasses sans qu'ils aient besoin de se toucher. C'était un balai minutieux de personnes qui partageaient l'espace sans l'avoir choisi. Antoine prenait son café debout, appuyé au bord de l'évier et ne parlait pas beaucoup. Manon non plus. Léa parlait pour tous, depuis le moment où elle apparaissait dans la cuisine encore en pyjama, jusqu'à l'heure où sa mère la renvoyait se changer pour la 3e fois, avec un répertoire de questions, d'observations et d'histoires qui ne respectaient l'état émotionnel de personne. Théo arrivait dans les bras de sa mère, ou rampait avec détermination dans le couloir, et s'installait dans sa chaise haute avec la solennité de quelqu'un qui prend possession d'un trône. Le 2e jour, Antoine fit un tour de la propriété. Il devait comprendre ce qui avait changé, cataloguer mentalement, comme il le faisait pour toute situation, cartographier, analyser, décider. Le potager dans le jardin était mieux qu'il ne l'avait espéré. Des rangées ordonnées de tomates, de salades, de poivrons, quelques herbes qu'il reconnaissait à l'odeur mais pas au nom. L'enclos des poules avait été construit avec du grillage cloué sur des piquets de bois, improvisé mais fonctionnel, et les 5 poules circulaient avec l'arrogance typique des poules de basse-cour. À côté de la clôture, il y avait une rangée de fleurs qu'il identifia comme des tournesols, certains ouverts au soleil du matin comme de petits soleils terrestres. Au fond du jardin, appuyé contre un vieil arbre au tronc large, il y avait un chat. Roux, gras, avec une oreille légèrement écrasée et l'air général de celui qui avait gagné suffisamment de batailles pour ne plus se soucier d'aucune. Le chat regarda Antoine avec une indifférence absolue. « C'est Nabuchodonosor », dit la voix de Léa derrière lui. Antoine se retourna. La fillette était apparue de nulle part, pieds nus dans l'herbe, avec sa poupée de chiffon sous le bras. « Nabuchodonosor », répéta-t-il. « Maman voulait l'appeler autrement, mais j'ai dit que c'était mieux. »« D'où as-tu tiré ce nom ?» Léa réfléchit un instant. « De la Bible. Il y a un roi avec ce nom. Monsieur Jean-Luc me l'a raconté. » Antoine regarda de nouveau le chat qui avait fermé les yeux avec l'expression de celui qui n'avait aucun intérêt à être discuté. « Ça a du sens, dit-il, et il ne put s'empêcher qu'une pointe de quelque chose qui ressemblait à de l'amusement apparaisse dans sa voix. Léa resta à ses côtés un moment, regardant le chat aussi dans une solidarité silencieuse qu'Antoine trouva étrangement confortable. « Tonton Antoine, dit-elle finalement. Pourquoi êtes-vous tombé malade du cœur ?» La question était d'une franchise désarmante, sans jugement ni cérémonie, avec la curiosité pure de celui qui n'a pas encore appris qu'il existe des sujets qu'on ne demande pas. Antoine resta quelques secondes sans répondre. « J'ai trop travaillé, dit-il finalement, et je n'ai pas pris soin de moi. » Léa traita cela avec sérieux. « Maman dit qu'il faut prendre soin de son cœur. Ta mère a raison. Elle le dit d'une manière différente de la vôtre. » Antoine la regarda. « Comment ça ? Vous avez parlé de travail. Elle parle de sentiments. » La fillette fit une pause philosophique. « Je crois que les 2 choses brisent le cœur. » Antoine resta à regarder la fillette de 4 ans qui venait de dire cela, avec la même naturelle qu'elle disait n'importe quoi, et il ne trouva aucune réponse raisonnable. Le chat bâilla longuement. Une poule caqueta de l'enclos. Le soleil battait chaudement sur son dos. « Va mettre tes chaussures, dit-il finalement. Léa tourna sur ses talons et partit en courant vers la maison, toujours pieds nus. Le 3e jour, Monsieur Jean-Luc apparut. Antoine était sur la véranda avec son téléphone portable, dans les 30 minutes autorisées par le docteur Olivier, lorsqu'une vieille camionnette remonta le chemin de terre et se gara devant le portail bleu. Du siège conducteur descendit un homme d'environ 70 ans, les cheveux complètement blancs, le ventre généreux, un chapeau de paille sur la tête, et l'expression satisfaite de celui qui ne s'était jamais de sa vie préoccupé de ce qui n'était pas son problème. Il venait avec un sac en raffia au bras. « Bonjour, bonjour !» annonça-t-il, poussant le portail du coude comme s'il était chez lui. « J'ai apporté des tomates du camion arrivé hier, Manon.
Ce sont les Italiennes que vous avez demandées la semaine dernière. » Puis il regarda Antoine assis sur la véranda, avec une expression qui mêlait surprise et joie, comme s'il avait reçu un cadeau inattendu. « Ah, alors le mari est arrivé. » Il y eut une pause monumentale. Antoine ouvrit la bouche. Manon apparut à la porte de la moustiquaire avec Théo dans les bras, vit l'expression de M. Jean-Luc, vit l'expression d'Antoine, et resta complètement immobile, comme un animal qui calcule la meilleure voie de sortie. « Monsieur Jean-Luc, dit-elle d'une voix très contrôlée, voici Antoine Dubois, le propriétaire de la maison. » Le vieil homme la regarda Antoine, la regarda de nouveau. Il traita l'information avec une lenteur qu'Antoine imagina être calculée. « Ah, dit monsieur Jean-Luc, le propriétaire de la maison. » Il fit une pause. « Petit ami alors ?»« Non, dit Antoine. »« Nous ne sommes rien, dit Manon en même temps. » Monsieur Jean-Luc déposa le sac de tomates sur le banc de la véranda avec la sérénité de celui qui vient de confirmer exactement ce qu'il soupçonnait et ne voit aucune raison de débattre du sujet. « Bien sûr que non, dit-il, avec un sourire qui était la synthèse de toute l'ironie humaine. « Je vais dire à Madame Colette que le propriétaire de la maison est arrivé. Elle voudra savoir. » Il prit son chapeau, l'ajusta, retourna à la camionnette. Déjà du siège conducteur, par la fenêtre ouverte. « Bon séjour, monsieur Antoine. Manon fait un poulet fermier sans pareil dans ces montagnes. Profitez-en. » La camionnette s'éloigna en soulevant de la poussière. Antoine regarda Manon. Manon regarda Antoine. Théo bava sur son épaule avec une parfaite indifférence diplomatique. « Madame Colette est la principale commère du village, » dit Manon avec une résignation qui semblait avoir une histoire. « Excellent, » dit Antoine. « Demain matin, tout le village le saura. »« Savoir quoi? Il n'y a rien à savoir. » Manon ouvrit la bouche, la referma et rentra sans plus rien dire. Antoine resta sur la véranda, écoutant le silence des montagnes et imaginant ce que monsieur Jean-Luc racontait exactement à madame Colette à ce moment-là, tandis que la camionnette parcourait le chemin de retour vers le village. Le 4e jour, Antoine trouva Manon sur la véranda après que les enfants eurent dormi. Elle était assise sur le banc en bois avec un carnet ouvert sur les genoux, écrivant à la lumière de la petite lampe de table qu'elle avait apportée du salon. Elle ne l'entendit pas arriver, ou fit semblant de ne pas l'avoir entendu. Antoine n'en était pas sûr, et il resta immobile un instant avant de décider de s'asseoir à l'autre extrémité du banc. Elle ferma le carnet d'un geste qui n'était pas défensif, mais qui n'était pas non plus désinvolte. « Je n'arrive pas à dormir tôt, » dit-elle, comme une explication qui n'avait pas été demandée. « Moi non plus, » dit Antoine. Il fit une pause. « Qu'écriviez-vous ?»« Rien d'important. » Le silence qui suivit était différent du silence des repas. Il était moins tendu et plus lourd, chargé de choses non dites que les deux parties savaient être là. « Vous devez me raconter, » dit Antoine finalement, « comment vous êtes arrivé ici. » Manon resta à regarder les montagnes sombres contre le ciel étoilé un moment avant de répondre. La nuit en Aubrac avait une qualité spécifique, étoilée comme peu de villes pouvaient encore l'être, et le silence était le genre que la ville avait volé à Antoine sans qu'il ne s'en rende compte. « Mon mari est décédé dans un accident de travail, » dit-elle, d'une voix neutre de celle qui a déjà raconté tant de fois qu'elle a trouvé un moyen de le dire sans se briser. « Dans le bâtiment, il y a 2 ans. » Une pause. « Il ne restait que moi, Léa et Théo qui étaient encore dans mon ventre. J'avais un petit loyer, mais sans revenu fixe, c'est devenu impossible. J'ai tout essayé. Ménage, vente de plats préparés, couture. Mais avec 2 jeunes enfants et sans famille proche pour aider. L'expulsion est arrivée, dit Antoine, non comme une question. L'expulsion est arrivée. Elle aspira l'air par le nez. Nous avons dormi sur une place pendant 2 nuits. Léa pensait que c'était du camping. Je l'ai laissé le croire. Antoine regarda ses propres mains qui reposaient sur ses genoux, des mains qui avaient signé des contrats de millions, des mains qui n'avaient pas tenu un enfant depuis qu'il ne se souvenait plus quand. Monsieur Jean-Luc m'a trouvé à l'épicerie quand je suis allé demander du travail. Il m'a parlé de cette maison. Il a dit que le propriétaire avait disparu depuis des années et que tout était fermé. Il m'a demandé si j'accepterais de m'occuper de l'endroit en échange d'un toit. Manon le regarda pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à parler. Je savais que je prenais un risque, mais les enfants avaient besoin d'un lit. Antoine ne dit rien pendant un moment. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. « 4 mois. » Elle fit une pause minime. «
4 mois pendant lesquels j'ai pris soin de cette maison comme si c'était la mienne, parce que je sentais qu'elle l'était d'une certaine manière. Puis avant qu'il ne puisse répondre, « Mais elle ne l'est pas. Je sais qu'elle ne l'est pas. Je trouverai un endroit dans les 10 jours. » « D'accord, » dit Antoine. Ils restèrent silencieux un moment. Une chouette ulula de quelque part dans les montagnes. Nabuchodonosor apparut des ombres du jardin, monta les marches de la véranda avec dignité et s'installa entre eux sur le banc sans demander la permission. Manon posa la main sur le pelage du chat automatiquement. Antoine regarda le chat, puis sa main, puis les montagnes. « Mon père a acheté cette propriété quand j'avais environ 12 ans, dit-il, sans savoir exactement pourquoi il racontait cela. Il amenait la famille le week-end. C'était la seule fois que je le voyais de près. Il travaillait beaucoup, comme moi. Il fit une pause. Après son départ, je suis venu ici quelques fois. Puis je suis venu moins souvent. Puis j'ai arrêté. » Manon ne dit rien. Elle écouta simplement. « Je crois que je ne savais plus quoi faire avec un endroit pareil, » dit Antoine. « Seul. » Le mot resta en suspens un instant, trop honnête pour être retiré. Il se leva avant qu'elle ne puisse répondre à tout ce que cela impliquait. « Bonne nuit, » dit-il. « Bonne nuit, » dit-elle. Antoine se rendit dans la chambre du fond. Il s'allongea sur le lit, les mains croisées sur la poitrine, et entendit par la fenêtre ouverte le silence des montagnes, et de très loin le son des pages du carnet de Manon se tournant sous la lumière de la lampe de chevet. Le 5e jour, Théo rampa jusqu'à lui en milieu d'après-midi. Antoine était assis à la table de la véranda, essayant de lire un livre qu'il avait apporté, un livre sur la gestion d'actifs, que le docteur Olivier ne classerait probablement pas comme lecture de repos, mais qui était le seul type de livre qu'Antoine savait acheter, lorsqu'il sentit quelque chose de chaud se frotter contre sa cheville. Il baissa les yeux. Le bébé avait rampé du salon jusqu'à la véranda, suivant une route d'exploration connue de lui seul, et avait décidé que la jambe d'Antoine était une destination valable. Il était face vers le haut, le ventre potelé en l'air, essayant de se hisser debout en utilisant le pantalon d'Antoine comme support. Antoine resta à regarder le bébé pendant 1 seconde de paralysie totale. Théo réussit à se hisser debout, oscilla dangereusement, s'accrocha plus fort au pantalon d'Antoine, puis le regarda avec une expression de fierté absolue et bava généreusement sur le genou de son pantalon. « Manon !» appela Antoine, d'une voix qui se voulait calme. Elle apparut à la porte en 3 secondes avec l'expression d'alerte habituelle. Quand elle vit Théo accroché au pantalon d'Antoine, elle laissa échapper un soupir et croisa les bras. « Théo !» dit-elle. Le bébé tourna la tête vers sa mère, puis revint vers Antoine, puis vers sa mère de nouveau, avec l'expression calculatrice de celui qui évalue les options. « Papa !» dit Théo. Le silence qui suivit dura exactement 2 secondes. Manon resta avec l'expression figée. Antoine resta avec l'expression figée. Le bébé, satisfait de l'effet qu'il avait produit, recommença à regarder vers le haut avec un intérêt renouvelé. « Il appelle ainsi n'importe quel homme adulte », dit Manon rapidement d'une voix légèrement altérée qu'elle contrôlait clairement. « C'est une phase. Il le fait avec n'importe quel homme qu'il voit. »« J'ai compris, » dit Antoine. « Ça ne signifie rien. »« Non, bien sûr que non. » Elle descendit les marches de la véranda, prit Théo dans ses bras d'un mouvement efficace et rentra sans plus un mot. Antoine resta à regarder la tache de bave sur le genou de son pantalon. Il ne put retourner à son livre de gestion d'actifs cet après-midi-là. Le 6e jour, Monsieur Jean-Luc apparut de nouveau, cette fois avec Madame Colette à ses côtés, une petite femme d'environ 65 ans, aux cheveux argentés, et aux yeux qui semblaient fonctionner comme des caméras haute résolution, enregistrant tout. Ils vinrent avec un pot de confiture de mûre maison et la prétention mal dissimulée d'obtenir suffisamment d'informations pour alimenter le village pendant 1 semaine. Antoine les reçut tous deux sur la véranda, avec l'expression fermée de celui qui n'a pas l'intention d'être interviewé, et Manon apparut avec du café et des sablés qu'elle avait cuits tôt le matin, avec la grâce sociale de celle qui avait appris qu'il était plus facile de bien recevoir que d'essayer de bloquer la curiosité d'autrui. Madame Colette but le café, mangea les sablés, loua la maison, s'enquit de la santé du cœur d'Antoine avec une intimité qu'il n'avait pas autorisée, et partit 20 minutes plus tard avec de quoi soutenir au moins 3 versions différentes de la même histoire. Quand ils partirent, Manon ramassa les tasses en silence. « Combien de temps avant que tout le village ne sache tout ?» demanda Antoine. « Il sait déjà, » dit-elle, sans le regarder. « Depuis hier matin. » Une pause.
Selon M. Jean-Luc, nous sommes des amoureux en crise relationnelle qui travaillent à se réconcilier. Antoine la regarda. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'il devrait se soucier du stock de lentilles à l'épicerie. Et il a dit, pour la première fois depuis son arrivée, Antoine vit Manon Duval rire vraiment. Un rire court, presque surpris, comme s'il s'était échappé avant qu'elle ne puisse le retenir. Il ne dura qu'une seconde, mais il changea complètement la façon dont la lumière de l'après-midi tombait sur son visage. Il a dit que les lentilles étaient en parfait état, répondit-elle, avec encore le vestige du rire dans la voix. Antoine ne dit rien, mais quand elle rentra avec les tasses, il resta à regarder la porte fermée une seconde de plus que nécessaire, avec cette étrange sensation dans la poitrine qui n'était pas son cœur qui lâchait. C'était presque le contraire. C'était son cœur qui fonctionnait avec une intensité qu'il avait oublié connaître. Le 7e jour, Manon glissa dans la salle de bain. Antoine était dans la chambre du fond lorsqu'il entendit le bruit sourd, un son sec et fort suivi d'une pause qui dura suffisamment longtemps pour être préoccupante, puis une exclamation étouffée qui n'atteignit pas le cri, mais coûta clairement un effort pour être contenu. Il sortit dans le couloir. La porte de la salle de bain était entr'ouverte et Manon était assise sur le sol carrelé, la cheville droite entre les mains, l'expression de celle qui évalue l'étendue des dégâts avec la froideur de quelqu'un habitué à n'avoir personne à appeler. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il dans l'embrasure de la porte. « J'ai glissé. » La voix était contrôlée, mais tendue. « Je crois que je me suis tordu la cheville. » Antoine ouvrit complètement la porte et s'accroupit devant elle. Il ne demanda pas la permission. Il tint la cheville avec soin, l'évaluant. Elle retint sa respiration, mais ne recula pas. La cheville commençait à gonfler. Il n'y avait pas de déformation grave, mais le mouvement provoquait une douleur visible qu'elle était clairement décidée à ne pas montrer au-delà du minimum. « Il faut de la compression et de la glace, » dit-il. « Vous pouvez marcher ? » « Je peux. » Elle ne pouvait clairement pas le faire confortablement. Antoine fit ce que le moment exigeait sans trop y penser. Il passa son bras sous le sien et l'aida à se lever. Elle était plus légère qu'il ne l'avait imaginé, avec cette façon de bouger qui suggérait une force habituée. Mais le poids qu'elle mit sur sa cheville fit sortir l'air entre ses dents dans un son involontaire. « Ne forcez pas, » dit-il. Elle ne discuta pas, ce qui en soi indiquait que la douleur était réelle. Il l'installa sur le canapé avec la cheville relevée sur un coussin. Il chercha de la glace dans la glacière en carton qu'il avait achetée au village 2 jours auparavant. Il avait fait le premier achat de provisions depuis son arrivée, une liste pratique de choses qui manquaient, et il avait inclus de la glace par habitude d'homme qui buvait fréquemment du whisky et ne buvait plus rien maintenant. Il enveloppa la glace dans un torchon et la posa sur la cheville. Elle retint sa respiration de nouveau. « Combien de temps cela va-t-il durer ?» demanda-t-elle, regardant sa cheville avec l'expression de quelqu'un qui calcule déjà l'impact sur sa routine. « Ça dépend. Quelques jours, peut-être une semaine. » Une semaine. Elle ferma les yeux un instant. « Les enfants. Où sont les enfants ?» Léa est dans le jardin, Théo dort. Alors ils vont bien, pour l'instant. Mais quand Théo se réveillera, il aura besoin de couches, et il faut lui donner le déjeuner, et la poule qui s'échappe tout le temps va s'échapper de nouveau, et il faut quelqu'un pour la rattraper, et j'ai le linge sur l'étendage qu'il faut rentrer avant que... Manon. Il prononça le nom avec une fermeté calme. Elle s'arrêta. Je m'occupe des enfants. Elle le regarda avec une expression qui mêlait soulagement et scepticisme en proportions égales. Vous savez vous occuper d'un jeune enfant ? Non, dit-il avec une honnêteté absolue qu'elle n'avait clairement pas attendue. Mais je suis un homme d'affaires. Je résous les problèmes. Elle le regarda une seconde de plus. Puis avec beaucoup d'effort, le rire revint, cette fois plus long, plus sincère, un rire qu'il reconnut comme étant celui de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup ri dernièrement et avait oublié le son de son propre rire. « Que Dieu m'aide, » dit-elle. Théo se réveilla 40 minutes plus tard. Antoine avait réussi à rentrer le linge de l'étendage. Il l'avait mis dans le panier d'une manière que Manon referait probablement plus tard, mais il était plié, et surveillait Léa dans le jardin par la fenêtre lorsqu'il entendit les pleurs venant de la chambre. Il entra. Le bébé était debout dans le berceau improvisé, tenant la grille et pleurant avec le genre d'engagement qui suggérait une revendication claire. Antoine le prit dans ses bras. Théo arrêta de pleurer immédiatement, le regarda avec une curiosité investigatrice, puis tira les lunettes d'Antoine avec une vitesse qui rendit toute réaction défensive complètement inutile. « Non », dit Antoine, récupérant ses lunettes. Théo tira de nouveau. « Non »,
Il tint la petite main du bébé, qui commença immédiatement à mâcher ses propres doigts avec une satisfaction sereine. Antoine resta à regarder cette créature qui sentait le savon et le rêve, avec les cheveux crépus dressés d'un côté à cause du sommeil, et sentit quelque chose qu'il ne put classer correctement. Ce n'était pas de l'inconfort exactement, c'était plutôt une sorte de désorientation, comme lorsqu'on entre dans une pièce familière et que l'on s'aperçoit que quelqu'un a déplacé les meubles. Il emmena Théo à la cuisine. Il avait faim, vraisemblablement. Antoine avait suffisamment observé pour savoir que Manon donnait une purée mélangée après la sieste de l'après-midi. Il tenta de reproduire le processus avec les informations qu'il avait absorbées passivement. Banane écrasée avec un peu de farine d'avoine. Théo resta dans sa chaise haute, observant le processus avec un jugement évident, mais quand la cuillère arriva à sa bouche, il accepta sans protester. « Tonton Toine, dit Léa, apparaissant à la porte de la cuisine avec le visage sale de terre du jardin. Nabuchodonosor est coincé dans l'arbre. » Antoine la regarda. « Les chats montent aux arbres tout seuls. Oui, mais il ne descend pas. Il descendra quand il voudra. Il pleure. » Antoine regarda Théo qui était encore en train d'être nourri. Il regarda Léa. Il fit une évaluation rapide de la logistique. « Reste à côté de Théo et ne le laisse pas mettre la cuillère dans son nez, dit-il, déposant la cuillère dans la main de Léa. « J'arrive. » Il sortit dans le jardin. Nabuchodonosor était en effet sur la branche la plus haute de l'arbre du fond, regardant vers le bas avec l'expression tragiquement digne de quelqu'un qui a pris une mauvaise décision et refuse de l'admettre. Antoine resta à regarder le chat. Le chat regarda Antoine. Un long miaulement accusateur vint d'en haut. « Je n'ai rien fait, » dit Antoine au chat. Un autre miaulement. Antoine regarda les branches. Il regarda son pantalon de lin beige. Il calcula la situation avec une réticence croissante. Puis, parce que le docteur Olivier avait dit que l'activité physique légère était permise, mais pas les excès, et parce qu'une enfant attendait le chat avec une sincérité authentique, et parce qu'il était le seul adulte disponible dans le champ de vision, il commença à grimper. Nabuchodonosor descendit seul 3 secondes, après qu'Antoine eut posé le premier pied sur la branche la plus basse. Antoine resta sur la branche, regardant le chat qui descendait avec élégance, touchait le sol sans difficulté, et s'éloignait en direction du potager avec son indifférence caractéristique. Son pantalon avait une éraflure latérale qu'il évalua du regard. Son épaule gauche lui faisait mal avec une brûlure qui provenait probablement de l'éraflure de la branche. De la fenêtre de la cuisine, la voix de Léa, « Il est descendu tout seul, tonton Antoine. »« Merci, Léa, » dit Antoine, sur un ton qui la fit rire derrière la vitre. L'après-midi fut longue. Théo, après avoir mangé, décida que le meilleur endroit du monde pour ramper était le potager, et il dut être sauvé du parterre de salade 2 fois. Léa voulait qu'Antoine l'aide à construire une petite maison pour sa poupée avec des boîtes en carton, un projet qui se révéla considérablement plus complexe que le plan original ne le suggérait. Nabuchodonosor entra dans la cuisine et vola un morceau de poulet qui restait du déjeuner pendant qu'Antoine avait le dos tourné. Théo adora cela et applaudit. À 6 heures de l'après-midi, Antoine était assis sur le sol du salon avec Théo endormi sur ses genoux et Léa collée à ses côtés, montrant un livre d'images qu'elle avait pris de la petite étagère que Manon avait installée au mur. Manon apparut à la porte du salon, appuyée contre le mur, testant sa cheville avec précaution. La glace avait aidé. Elle allait pouvoir se déplacer, limitée mais fonctionnelle. Elle resta immobile, regardant la scène. Antoine, assis sur le tapis coloré avec le bébé endormi sur son épaule et la fillette appuyée contre son bras, montrant des images d'animaux. Il ne l'entendit pas arriver immédiatement. Quand il tourna la tête et la vit, il y eut une seconde de quelque chose qu'aucun des deux ne commenta, elle avec l'expression de celle qui a vu quelque chose qu'elle n'attendait pas, lui avec l'expression de celui qui a été pris sans ses défenses au bon endroit. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce que d'habitude. « Nous allons bien, dit-il. » Léa leva la tête. « Maman, tonton Toine a failli monter à l'arbre pour attraper Nabu. »« Presque, » confirma Antoine, avec une emphase sur le « presque » que Manon capta clairement. Elle vint vers lui lentement, appuyant toujours sa cheville avec précaution, et se baissa pour prendre Théo endormi. Quand ses bras passèrent par-dessus l'épaule d'Antoine pour prendre le bébé, il y eut une proximité d'inévitabilité physique, et pendant 1 seconde, ses mains se posèrent brièvement sur sa poitrine, dans l'acte de redistribuer le poids de l'enfant, et elle les retira trop vite
pour que ce soit un accident. Merci, dit-elle, debout avec Théo dans les bras. Vraiment. Antoine resta au sol un instant avant de se lever. Je résolvais un problème, dit-il. Mais quand elle tourna le dos pour emmener le bébé dans la chambre, il posa sa main sur sa propre poitrine, au même endroit où elle avait posé ses doigts pendant cette seconde, et resta ainsi un moment, comme s'il essayait de sentir quelque chose qu'il pourrait nommer. La nuit tomba avec l'odeur de haricots assaisonnés venant de la cuisine, où Manon insista pour cuisiner même avec sa cheville, assise sur le petit tabouret qu'Antoine avait cherché pour elle, sans qu'on le lui demande. Ils dînèrent tous les quatre à la table de la cuisine, Léa racontant l'histoire de Nabuchodonosor avec le niveau de dramatisation d'une narratrice professionnelle. Théo resta éveillé plus longtemps qu'il n'aurait dû, enchanté par les sons de la table. Après le dîner, pendant que Manon emmenait les enfants dormir, Antoine resta dans la cuisine à faire la vaisselle. C'était quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il avait une femme de ménage, puis une entreprise de nettoyage, puis il dînait simplement dehors. Et il y avait quelque chose dans la répétition mécanique du geste, dans le bruit de l'eau, dans l'odeur de détergent au citron, qui était presque méditatif. Manon revint quand il terminait. « Vous n'auriez pas dû, dit-elle. J'étais déjà en train de le faire. » Elle resta immobile dans l'embrasure de la porte de la cuisine, avec une expression qu'il mit une seconde à lire. Ce n'était pas de la gratitude exactement. C'était quelque chose de plus complexe, de plus ancien. Le regard de quelqu'un qui avait appris à ne compter sur personne et ne savait pas trop quoi faire quand quelqu'un apparaissait. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-elle, avec une franchise qu'il reconnut comme étant le genre qui s'échappe avant d'être filtré. À quoi vous attendiez-vous ? Elle réfléchit. À quelqu'un qui arriverait ici en criant et me mettrait à la porte sur le champ. J'ai failli le faire. Mais vous ne l'avez pas fait. Il y eut une pause. Non, dit-il, je ne l'ai pas fait. Ils sortirent ensemble sur la véranda, par un accord tacite qu'aucun des deux n'avait formulé à voix haute. Ils s'assirent aux deux extrémités du banc, avec Nabuchodonosor apparaissant des ombres comme d'habitude pour s'installer entre eux. La nuit était étoilée et froide. L'altitude de l'Aubrac apportait un froid sec et pur qu'Antoine avait oublié, différent du froid humide de la ville. « Vous avez dit que votre mari est parti il y a 2 ans, dit Antoine après un moment. 2 ans et 4 mois. Comment était-il ? C'était une question qu'il n'avait pas prévu de poser. Elle ne parut pas perturbée par celle-ci. Bon, dit Manon, avec la simplicité d'un mot qui contenait un univers. Il était maçon, il rêvait d'ouvrir sa propre entreprise de construction un jour. Il travaillait trop. Elle fit une pause. Comme vous, mais pour une raison différente. Il travaillait trop pour construire quelque chose. Vous travailliez trop pour ne pas vous arrêter. L'observation atteignit Antoine avec une précision qui le désarma complètement. J'étais à l'hôpital quand je l'ai appris, continua-t-elle, d'une voix toujours neutre, mais avec quelque chose de plus tendu en dessous. Léa avait 2 ans. J'étais enceinte de Théo. Le médecin m'a dit que je devais me calmer à cause du bébé, et je le regardais en pensant que parfois, la vie ne demande pas la permission avant de détruire ce que l'on a construit. Antoine ne dit rien. C'était le genre de choses qui n'avait pas de réponse raisonnable, et elle le savait probablement. « Mais ici, dit-elle, après un silence, regardant la propriété devant elle, le jardin fleuri, la cour avec le potager, les montagnes en arrière-plan. Ce fut la première fois depuis que je me suis réveillé le matin sans la sensation de me noyer. Il y a quelque chose dans cet endroit. » Elle se tourna vers lui. « Votre père a bien choisi. » Antoine regarda les montagnes. « Il a choisi, dit-il. » Nabuchodonosor ronronna entre eux avec la satisfaction de celui qui est exactement là où il veut être. Les étoiles de l'Aubrac étaient plus nombreuses et plus proches que les étoiles n'ont le droit de l'être. Et Antoine Dubois, assis sur cette véranda à 10 heures du soir, avec une cheville tordue du côté droit et un gros chat au milieu, réalisa qu'il avait passé la journée entière sans penser une seule fois aux contrats, aux fusions, aux projections de marché, sans ressentir l'anxiété chronique qu'il avait confondue avec sa personnalité pendant si longtemps qu'il ne savait plus ce que c'était de ne pas la voir. Il le réalisa et resta silencieux, comme si nommer la chose pouvait la briser. La Mercedes noire apparut sur le chemin de terre un mardi matin, comme une visite d'une autre planète. Antoine était sur la véranda avec son café lorsqu'il entendit le moteur avant de voir la voiture. Un ronronnement grave et doux, cher, de ceux qui coûtent plus que ce que la plupart des gens gagnent en années. Et il reconnut le son avant même que la voiture ne tourne le virage et n'apparaisse, étincelante et absurdement déplacée entre la terre rouge
et les montagnes de l'Aubrac. Cécile Moreau descendit, ses talons hauts s'enfonçant légèrement dans la terre du chemin, et l'expression de celle qui ne montre jamais de surprise, même lorsqu'elle est surprise. Elle portait un manteau structuré gris anthracite qui valait probablement plus que tous les meubles que Manon avait mis dans la maison. Ses cheveux foncés étaient impeccables comme toujours, son rouge à lèvres foncé à la place exacte, ses lunettes de soleil relevées sur la tête avec la précision d'un accessoire calculé. Elle ouvrit le portail bleu, regarda la couleur une seconde et commença à monter le chemin. Antoine resta sur le banc de la véranda sans se lever. Cécile, Antoine. Elle s'arrêta au pied de l'escalier, évaluant la véranda, la maison, le hamac, les pots en terre cuite, avec le regard de quelqu'un qui fait une estimation de valeur sans vouloir admettre qu'elle fait une estimation de valeur. Vous allez bien, mieux que ce que j'espérais. Qu'espériez-vous exactement? Que vous ayez l'air de ce que vous êtes. Un homme qui a failli mourir et qui se cache au milieu de la campagne. Je suis venu me reposer, ce n'est pas me cacher. Elle monta les marches sans y être invitée. Elle n'attendait jamais d'être invitée. C'était l'une des caractéristiques de Cécile qu'Antoine avait trouvées efficaces lorsqu'ils étaient associés et qui maintenant, dans ce contexte spécifique, sonnait différemment. Et regarda à l'intérieur de la maison par la moustiquaire avant de le regarder de nouveau. « Il y a des enfants dans cette maison, dit-elle, comme si c'était une anomalie à investiguer. »« Oui. Les vôtres ?»« Non. » Elle le regarda avec l'expression de celle qui attend une explication. « Longue histoire, dit-il. »« Que voulez-vous, Cécile ?» Elle retira ses lunettes de sa tête et les plia lentement d'un geste qu'il reconnaissait comme une préparation à la négociation. Elle s'assit sur le banc de la véranda où Manon avait l'habitude de s'asseoir le soir, un geste involontairement territorial qui irrita Antoine, d'une manière qu'il décida de ne pas analyser. « Les investisseurs font la queue, dit-elle, allant droit au but comme toujours. La proposition d'expansion internationale, les 3 marchés que nous avons cartographiés avant votre infarctus, le Portugal, l'Espagne, une part du Mexique. Il y a une fenêtre de 3 mois, Antoine. Si vous ne revenez pas pour signer les négociations, cette fenêtre se ferme. Vous pouvez signer. Vous savez que je ne peux pas. Ma participation ne donne pas le pouvoir de signature unilatérale pour de telles sommes. Nous avons besoin des deux. » Elle croisa les jambes avec précision. « De plus, les investisseurs vous veulent à la table. Ce n'est pas moi qu'ils ont acheté. Personne ne m'a acheté. Vous savez ce que je voulais dire. » Elle le regarda avec l'expression qu'il connaissait bien. Ce n'était pas de la froideur exactement. C'était la température de celle qui avait appris à ne pas laisser les sentiments interférer avec l'analyse. « 2 mois, Antoine. Le médecin a dit 2 mois de repos. Depuis combien de temps êtes-vous ici ? » 10 jours. Alors vous avez 50 jours de repos devant vous que vous pouvez faire n'importe où. Vous pouvez vous reposer à Lyon. Vous pouvez vous reposer à Lisbonne pendant que les négociations ont lieu. Vous pouvez vous reposer où vous voulez, à condition qu'il y ait un bon médecin à 5 minutes. Elle ouvrit les mains dans une gesticulation qui était presque une supplication, ce qui pour Cécile représentait une concession significative. Mais vous ne pouvez pas gaspiller ce que nous avons construit ensemble pour une crise existentielle passagère dans une ferme au milieu de nulle part. Antoine regarda les montagnes. « Ce n'est pas une ferme, dit-il. »« Antoine, ce n'est pas une crise existentielle passagère. » Elle resta silencieuse un instant. Il y avait quelque chose dans la qualité de son silence qui était différent de l'habituel, moins calculé, plus humain. « Alors qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Avant qu'il ne puisse répondre, la moustiquaire s'ouvrit derrière eux et Léa sortit pieds nus sur la véranda, avec sa poupée de chiffon, s'arrêtant en voyant la visite avec la sobriété examinatrice qu'elle appliquait à toute nouveauté. « Bonjour », dit Léa à Cécile. Cécile regarda la fillette avec l'expression de quelqu'un qui ne savait pas exactement comment adapter sa réaction à ce type d'interlocuteur. « Bonjour », dit-elle. « Vous êtes jolie », dit Léa avec un jugement factuel. « Mais votre talon est plein de terre. » Cécile baissa les yeux vers ses propres talons avec une expression qui ne dura qu'une seconde avant d'être récupérée. Léa avait déjà perdu tout intérêt et descendait les escaliers en direction du jardin. Antoine, malgré tout, sentit un muscle de son visage bouger dans une direction qu'il n'avait pas bougé depuis longtemps. « Elle fait partie de la famille qui occupe la maison ?» demanda Cécile d'une voix plus basse. « Oui. »« Combien sont-ils ? La mère, la fillette et un bébé. » Antoine. Elle le regarda avec un sérieux qui n'était pas dur mais ferme.
Vous ne pouvez pas laisser une décision commerciale de 50 millions d'euros être influencée par une situation domestique temporaire. Cela n'influence rien. Je suis au repos. Vous êtes... Elle marqua une pause, cherchant le mot, en train d'héberger des squatteurs par nostalgie d'une propriété que vous visitiez une fois par an. Et pendant ce temps, l'entreprise que nous avons construite ensemble pendant 12 ans a son calendrier d'expansion paralysé. Sa voix changea légèrement dans la dernière phrase. Il y avait quelque chose là, qui était presque personnel, le genre de chose que Cécile permettait rarement d'apparaître. « Si vous ne revenez pas dans 2 semaines, dit-elle, se levant, j'irai seule à la réunion avec les investisseurs. Je présenterai la proposition d'achat de ma participation et je quitterai la société. Vous pouvez garder l'entreprise entière ou la voir être démantelée par morceaux. C'est votre choix. » La menace était réelle. Antoine la connaissait suffisamment bien pour savoir que lorsque Cécile Moreau disait qu'elle ferait quelque chose, c'est qu'elle avait déjà décidé de le faire. Il la regarda un instant, puis il regarda par la fenêtre du salon. Léa était revenue de la véranda à l'intérieur de la maison et était plaquée contre la vitre de la fenêtre du salon, le nez écrasé contre le verre, lui faisant signe avec un large sourire qui ne correspondait à aucune chose sérieuse que le monde essayait de lui dire à ce moment-là. « Alors vendez, » dit Antoine. « Je ne m'en soucie plus. » Cécile le regarda avec une expression qu'il mit du temps à lire, car c'était une expression qu'il n'avait jamais vue chez elle auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus proche d'une incrédulité authentique, comme si une équation qui avait fonctionné pendant 12 ans avait produit un résultat impossible. « Vous êtes sérieux, » dit-elle. « Je le suis. » Elle resta immobile pendant une seconde qu'Antoine pensa être la plus longue de toute la négociation. Puis elle retira ses lunettes de sa tête, les posa sur son visage, descendit les marches de la véranda sans rien dire de plus, traversa le chemin de terre, ses talons s'enfonçant à chaque pas, passa le portail bleu. À la porte de la voiture, elle s'arrêta et le regarda une dernière fois. Il y avait quelque chose dans son expression qu'il ne put lire complètement. C'était complexe, trop humain pour le scénario habituel de Cécile Moreau. C'était peut-être de l'inquiétude. C'était peut-être quelque chose qui ressemblait à de l'envie, du genre qui n'est pas mesquin mais honnête. L'envie de celui qui réalise que l'autre a trouvé quelque chose dont elle ne connaît pas encore le nom. « Prenez soin de votre cœur, » dit-elle, et elle ne parlait pas de l'infarctus. La Mercedes disparut au virage du chemin, soulevant un nuage de poussière rouge qui mit du temps à se calmer. Antoine resta sur la véranda, écoutant le silence que la voiture avait laissé derrière elle. Il n'entendit pas Manon s'approcher. Elle apparut à ses côtés soudainement, et à son expression, il comprit qu'elle avait été près de la fenêtre de la cuisine pendant au moins une partie de la conversation. La fenêtre était habituellement ouverte, et les voix sur la véranda portaient. « Vous n'auriez pas dû faire ça, dit-elle. » Il la regarda. « Vous n'avez pas besoin de jeter ce que vous avez construit pendant 12 ans pour une situation temporaire, » continua-t-elle d'une voix ferme et les yeux directs. « Je partirai dans les 10 jours, vous le savez. Et quand je partirai, cet endroit redeviendra ce qu'il était. »« Vide, dit-il. » Elle cligna des yeux. « Le vôtre, calme et sans complications. » « J'ai eu 47 ans de calme et sans complications, Manon. » Elle ouvrit la bouche et la referma. Théo pleura de sa chambre, annonçant la fin de sa sieste, et elle partit. Mais à la dernière seconde, elle tourna la tête par-dessus son épaule, et l'expression qu'Antoine vit sur elle avant qu'elle n'entre fut celle de quelqu'un qui lutte contre quelque chose en elle-même et n'a pas encore décidé de quel côté se ranger. Cet après-midi-là, pendant que Théo faisait sa 2e sieste de la journée et que Léa restait dans le jardin avec le chat, Antoine entra dans la cuisine à la recherche d'eau et trouva le carnet de Manon sur la table. Il était fermé, appuyé contre la base du vase de fleurs sauvages qu'elle avait posé sur la table la première semaine. Il n'était pas le genre de personne à lire les journaux intimes d'autrui. Il avait été rigoureux à ce sujet toute sa vie. La vie privée était une ligne qu'il ne franchissait jamais, ni en affaires ni dans sa vie personnelle. Le carnet était fermé et Antoine passa devant sans le toucher. Mais en prenant le verre d'eau, il laissa tomber le couvercle du vase, un petit couvercle en plastique qui avait servi de pot, et en se baissant pour le ramasser par terre, il poussa sans le vouloir le carnet qui tomba de la table ouvert sur une page qu'Antoine n'avait pas demandé à voir, mais qu'il vit. L'écriture était menue et penchée vers la droite, pressée sur le papier comme si les mots avaient besoin d'une encre. Il y avait une phrase au milieu de la page, seule. « Il me fait peur parce qu'il me rappelle que je suis encore vivante. » Antoine resta à genoux sur le sol de la cuisine, le petit couvercle à la main,
regardant la phrase pendant 1 seconde qui dura plus d'1 seconde. Puis il ferma le carnet avec soin, le remit sur la table exactement où il était, prit le verre d'eau et sortit de la cuisine. Il alla dans la chambre du fond. Il s'assit au bord du lit. Il resta là longtemps, écoutant le bruit lointain de Léa dans le jardin parlant au chat, et avec cette phrase tournant dans sa tête comme une pierre dans une rivière qui polit tout ce qu'elle touche. Ce soir-là, après le dîner, Antoine se rendit au salon où Manon rangeait les jouets de Théo dans le panier, avec les mouvements fatigués de fin de journée qu'elle avait quand elle pensait ne pas être observée. « J'ai trouvé un appartement, dit-elle sans lever la tête avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Ils m'ont envoyé la photo aujourd'hui. Il est petit, à 2 heures d'ici, mais le loyer est abordable. Je vais appeler demain pour confirmer. » Il y avait une qualité spécifique dans sa voix. Ce n'était ni du bonheur ni de la tristesse. C'était la tonalité de quelqu'un qui a pris une décision difficile et qui doit maintenant y croire. « Il vous reste des jours, » dit Antoine. « Oui. » Elle le regarda finalement. « Mais plus je reste, plus c'est difficile. » Il resta immobile avec cette phrase un instant. Elle retourna au jouet. « Manon, » dit-il. « Non, » dit-elle, avec une douceur qui n'était pas un rejet mais une frontière. « Ne dites rien, s'il vous plaît. » Il resta silencieux. Elle termina de ranger le panier, se leva et en passant devant lui dit « Bonne nuit » d'une voix de quelqu'un qui retient beaucoup de choses dans sa gorge et remonta le couloir vers la chambre des enfants. Antoine resta dans le salon vide pendant un long moment. Dans la cuisine, sur la table, le carnet de fleurs sauvages restait à sa place, fermé et silencieux, portant en lui la chose la plus honnête qui avait été dite dans toute cette maison ces 10 derniers jours. Manon commença à faire ses valises 4 jours avant la date limite. Antoine la vit transporter la première boîte de la chambre principale vers la véranda un matin de ciel couvert, sa cheville encore légèrement bandée, mais suffisamment rétablie pour marcher normalement. La boîte était en carton et portait, écrite au stylo bleu, l'écriture de Léa, « Jouet ». Antoine était dans le jardin, faisant quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie avant la semaine dernière. Arroser le potager, parce que Manon l'avait demandé et parce qu'il avait découvert que cela avait un effet curieusement apaisant sur la pression, et il vit la boîte avant de la voir elle. Il arrêta d'arroser. Elle descendit les escaliers avec la boîte dans les bras, le menton levé sous l'effort, et quand elle vit qu'il la regardait, elle ne détourna pas le regard et n'accéléra pas le pas. Elle déposa la boîte à côté de la porte, se redressa, passa le dos de ses mains sur ses tempes. « J'ai avancé de 4 jours, dit-elle directement. J'ai confirmé l'appartement hier. Je sais. » Il déposa l'arrosoir sur le sol. « Pourquoi avancer ?» Elle resta un moment avant de répondre, parce que rester devenait trop difficile. C'était une répétition de ce qu'elle avait dit quelques jours auparavant, mais cette fois, il y avait moins de protection dans sa voix, comme si le filtre avait un peu cédé. « Difficile pourquoi ?» demanda-t-il. Elle le regarda avec une expression qu'il avait appris à reconnaître comme étant l'expression de quelqu'un qui a une conversation interne parallèle bien plus honnête que la conversation externe. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse être dit, Léa apparut à la porte de la véranda, avec sa poupée sous le bras et les yeux parcourant la scène avec cette capacité enfantine à absorber ce qui n'était pas dit. « Tonton Antoine, dit-elle, maman fait les valises. »« Je sais, dit Antoine. On s'en va ?»« Oui. » La fillette le regarda avec son sérieux comiquement disproportionné habituel. « Vous allez rester ici tout seul. »« Ouais, avec Nabou. Avec Nabou. » Léa traita cela, puis elle dit, avec la logique implacable de celle qui n'a pas encore appris qu'il existe des vérités qu'on ne dit pas devant les adultes, mais maman va être triste. Elle est triste quand elle n'a personne à ses côtés la nuit. Elle pense que je ne sais pas, mais je reste éveillé et j'écoute. Il y eut un silence d'environ 3 secondes qui parut considérablement plus long. Manon regarda sa fille avec une expression qui tentait d'être ferme et ne réussit qu'à être fragile. « Léa, va chercher le sac à dos bleu dans la chambre, dit-elle. « Pourquoi ?»« Parce que je te l'ai demandé. » La fillette regarda sa mère, puis Antoine, puis reporta ses yeux sur sa mère avec une expression qui disait clairement qu'elle avait compris qu'elle était écartée de la conversation, mais décida d'être obéissante cette fois. Elle entra dans la maison. Antoine et Manon restèrent dans le jardin avec le potager entre eux et le silence lourd de la chose qui avait été dite par l'enfant et que ni l'un ni l'autre ne savait quoi faire maintenant. « Elle exagère, » dit Manon,
d'une voix qui ne croyait pas à ce qu'elle disait. « Manon, non, vous ne me laisserez même pas parler ?» Elle croisa les bras, non pas de colère, mais de protection. C'était un geste de quelqu'un qui se referme parce qu'elle sait que si elle reste ouverte, elle ne tiendra pas le coup. « Je sais ce que vous allez dire et je sais pourquoi vous allez le dire, et je ne veux pas que ce soit par pitié, ou par impulsion, ou parce que vous venez de sortir d'un infarctus et que vous confondez la gratitude avec autre chose. »« Je ne confonds rien, dit-il. Vous me connaissez à peine. Je vous connais suffisamment. Vous connaissez 10 jours de cohabitation forcée dans une situation absurde. Je sais comment vous vous réveillez à 6 heures du matin sans avoir besoin de réveil parce que vous avez déjà la tête pleine de choses à résoudre. Je connais la façon dont vous lisez Aléa en changeant de voix pour chaque personnage et vous pensez que tout le monde dort mais ce n'est pas le cas. Je sais que vous ne jetez aucune fleur du jardin même quand elle fane, parce qu'une plante, vous ne la jetez pas. Je sais que vous ne pleurez que la nuit et seulement quand vous êtes sûr que les enfants n'entendent pas. » Il fit une pause. « Et je sais ce que vous avez écrit dans le carnet. » Elle resta absolument immobile. « Je ne l'ai pas lu exprès, dit-il, avant qu'elle ne puisse parler. Il est tombé. Je l'ai lu sans le vouloir. Une phrase. » Ses yeux devinrent très brillants pendant une seconde. C'était la première fois qu'Antoine voyait cela se produire sans qu'elle ne le retienne rapidement. « Une phrase que vous n'étiez pas censé lire, dit-elle, d'une voix qu'elle maintenait très soigneusement en place. « Non. Mais je l'ai lu. » Elle lui tourna le dos un instant. Elle regarda le potager, les tomates qu'elle avait plantées, la clôture de fleurs qu'elle avait construite, le jardin qu'elle avait transformé de terre abandonnée en un lieu vivant. Antoine attendit. Quand elle se retourna de nouveau, elle avait pris une décision visible. Sa posture était légèrement différente, le menton un peu plus haut. « J'ai peur, dit-elle sans détour. J'ai peur de vouloir quelque chose et de le perdre de nouveau. J'ai peur de laisser quelqu'un s'approcher et qu'un jour il ne soit plus là. J'ai peur de faire ça à mes enfants de nouveau. » Sa voix tremblait mais continua. « Et j'ai peur de vous spécifiquement parce que vous êtes le premier à me rappeler qu'il y a encore quelque chose en moi qui n'est pas mort avec Marc. » Antoine la laissa finir. Puis il resta silencieux un instant, car certaines choses méritent le silence avant une réponse. « J'ai peur aussi, dit-il. J'ai 47 ans et je ne me suis jamais permis d'avoir quoi que ce soit qui compte vraiment. J'ai construit une entreprise parce que je savais comment construire une entreprise. Je ne savais pas comment construire autre chose. » Il fit une pause. « L'infarctus fut la première fois que j'ai eu peur du vide de ce que j'avais construit. » Elle le regarda. « Mais je ne vous demande pas de rester parce que j'ai peur, dit-il. Je vous demande de rester parce que ces 10 derniers jours, j'ai appris ce que c'est de se réveiller le matin en voulant que la journée commence. » De la fenêtre de la cuisine, la voix de Théo appela avec le cri impérieux d'un bébé affamé qui n'accepte pas d'être ignoré. La tension du moment céda légèrement, comme cela arrive toujours lorsqu'un bébé décide que c'est le moment d'être le centre de l'univers. Manon prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de réfléchir, dit-elle. »« Très bien, dit-il. » Elle rentra. Antoine resta dans le jardin un instant de plus, les mains dans les poches et le cœur sous surveillance, regardant le potager qu'elle avait planté et qu'il avait arrosé pour la première fois ce matin, comme si c'était aussi un peu le sien. Ce soir-là, M. Jean-Luc apparut sur la véranda sans préavis. Comme d'habitude, cette fois avec une bouteille de liqueur de gentiane qu'il avait faite lui-même et l'expression de celui qui a quelque chose à dire et ne partira pas avant de l'avoir dit. Antoine était seul sur la véranda. Manon était allée dormir tôt, épuisée par le rangement. Le vieil homme s'assit sur le banc avec une familiarité qui ne demandait pas la permission, ouvrit la bouteille, servit 2 doigts dans le verre en plastique qu'il avait sorti de sa poche et l'offrit à Antoine. « Je ne peux pas boire, » dit Antoine. « 2 doigts ne tuent à personne, hein, dit M. Jean-Luc. Le cardiologue pourrait ne pas être d'accord. Le cardiologue est à Lyon, je suis ici. » Le vieil homme but son propre verre. « Vous l'avez vu faire ses valises ?»« Oui. »« Et vous êtes resté immobile. J'ai parlé avec elle. » Monsieur Jean-Luc le regarda par-dessus le bord du verre avec ses yeux de celui qui avait vu suffisamment de vie pour ne s'impressionner d'aucune décision humaine. « Parler ne suffit pas, mon fils. Parfois, il faut agir. Elle a besoin de temps pour réfléchir. Du temps. » Le vieil homme répéta le mot avec une certaine ironie douce. « J'avais 62 ans quand ma Geneviève est tombée vraiment malade. J'ai pensé que j'avais le temps de dire tout ce que j'avais à dire, que j'avais le temps d'arrêter d'être têtu et d'admettre qu'elle m'avait sauvé tous les jours pendant 40 ans sans que j'aie eu la décence de le dire à voix haute. » Il fit une longue pause.
Je n'ai pas eu le temps. Et cela fait 8 ans que je me réveille le matin avec la moitié du lit froide et toute la liste de ce que je n'ai pas dit encore dans la gorge. Antoine resta à regarder les montagnes. « Je ne suis pas précipité, dit-il. Je la connais depuis 10 jours. J'ai connu Geneviève il y a 3 jours quand j'ai su que j'allais l'épouser. » Le vieil homme haussa les épaules. « Le cœur n'a pas de calendrier, monsieur Antoine, et celui qui a été près de partir sait mieux que quiconque que la vie est trop courte pour le gaspillage. » Antoine regarda le verre de liqueur de gentiane qui lui avait été servi. Il but les 2 doigts. Le vieil homme sourit avec une énorme satisfaction. « Vous êtes amoureux ?» dit monsieur Jean-Luc sur le ton factuel de celui qui annonce l'heure du bus. « Peut-être » dit Antoine. « Ce n'est pas peut-être, c'est. » Antoine ne contesta pas. « Alors, allez le lui dire, » dit le vieil homme. « Elle est allée dormir. »« Alors demain. » Monsieur Jean-Luc se leva, enroula le torchon autour de la bouteille, le mit dans sa poche. Il ajusta son chapeau qu'il ne portait pas car c'était la nuit, mais il avait l'habitude du geste. Et n'attendait pas qu'elle fasse toutes ses valises, car après il est plus difficile de les défaire. Le vieil homme descendit les marches, traversa le jardin, passa le portail bleu avec la familiarité de celui qui l'avait fréquenté ces 4 derniers mois, autant que ces 2 dernières semaines. La camionnette s'éloigna dans l'obscurité du chemin de terre. Antoine resta sur la véranda seul avec les étoiles de l'Aubrac et la liqueur de gentiane dans l'estomac et la certitude tranquille, posée comme la poussière après la voiture, qu'il avait dit la vérité à Manon Duval dans le jardin cet après-midi-là, non par impulsion, non par nostalgie, non par confusion post-infarctus, mais avec la clarté spécifique de quelqu'un qui a été près de mourir et a appris à distinguer ce qui importe de ce qui ne fait que sembler important. De l'intérieur de la maison arriva, très bas, le son de Manon fredonnant. C'était une comptine qu'Antoine avait entendue toutes les nuits pendant qu'elle endormait Théo. Une mélodie simple et ancienne, sans paroles élaborées, le genre de chose qui vient d'un endroit plus profond que la mémoire consciente, transmise de main en main entre générations de femmes qui ont bercé leurs enfants dans l'obscurité. Il resta à écouter jusqu'à ce que le son s'arrête, jusqu'à ce que la lumière de la chambre s'éteigne, jusqu'à ce que les montagnes et les étoiles soient tout ce qui restait. Et puis il resta encore un peu, car parfois la nuit est le seul endroit honnête qui existe, et il y avait des choses qui avaient besoin de la nuit pour prendre forme. Le lendemain matin, il se réveilla avant le soleil, ce qui n'était pas rare depuis l'infarctus, et alla faire le café. La cuisine était silencieuse de ce silence spécifique de l'aube qui se transforme en matin, le bleu foncé par la fenêtre changeant lentement vers le gris, puis le rose, puis le jaune qui arrivait toujours en premier par les montagnes de l'Est. Il mit le café à couler. Il sortit 2 tasses. Il attendit. Manon apparut dans l'embrasure de la cuisine à 6h02, les cheveux encore défaits, et le visage avec cette qualité spécifique de l'aube que les gens ont quand ils n'ont pas encore construit les défenses du jour. Elle s'arrêta en voyant les 2 tasses sur la table. Elle le regarda. Il servit le café sans rien dire. Elle s'assit. Ils burent le café en silence de l'autre côté de la table, le soleil entrant lentement par la fenêtre de la cuisine et Nabuchodonosor passant à leurs chevilles avec son trajet matinal habituel. Cela n'avait pas encore besoin d'être dit. Mais cela était dit de la même manière. La fièvre commença un samedi après-midi. Antoine était dans le jardin, réparant une planche lâche de l'enclos des poules. Il avait découvert que le travail manuel à faible effort avait pour effet d'éteindre le bruit de fond de sa tête d'une manière qu'aucune méditation qu'il avait tentée dans sa vie d'entreprise n'avait réussi, lorsqu'il entendit la voix de Manon l'appeler depuis le couloir avec cette tonalité spécifique qui n'était pas de la panique mais en était à un pas. Il entra. Léa était allongée sur le canapé, sa mère agenouillée à ses côtés, la main sur le front de la fillette et même de loin. Antoine vit la rougeur sur le visage de l'enfant, sa respiration accélérée, ses yeux mi-clos avec la léthargie lourde d'une forte fièvre. « Combien ?» demanda-t-il s'approchant. « 39,8. » La voix de Manon était contrôlée avec effort. Elle est montée vite. Elle allait bien ce matin. Antoine alla chercher le thermomètre. Il confirma. 39,9 maintenant. Il y a des antibiotiques ici? J'ai de la moxicilline, mais le flacon est ancien et presque à la fin de sa validité. Je ne sais pas si c'est approprié. Je vais en chercher à la pharmacie du village. La pharmacie ferme le samedi à midi. Elle regarda l'horloge murale. Il est 2 heures. Antoine prit son téléphone portable. Il appela le médecin qui avait indiqué le docteur Olivier pour les cas d'urgence dans la région.
Il tomba directement sur la messagerie. Il rappela. Même chose. Il y a un médecin au village? Il y en avait un. Le docteur Dubois est parti à Lyon en début de semaine pour une opération du genou. Madame Colette m'a dit qu'il revenait lundi. Antoine alla à la fenêtre du salon. Dehors, l'après-midi était lourde, le ciel avec cette couleur de plomb foncé qui annonçait une forte pluie. Il connaissait le tronçon de route entre la propriété et la ville. Il y avait une longue et étroite descente qui, avec une forte pluie, devenait un problème sérieux. « Je vais tenter la route quand même, dit-il. La ville a un hôpital. La route !» Manon alla à la fenêtre à ses côtés. Elle regarda le ciel. Quand ce nuage s'ouvre, la descente du morne du calvaire se transforme en torrent. L'année dernière, il y a eu un glissement de terrain et c'est resté bloqué 3 jours. Comme en réponse, le tonnerre vint de loin, un coup grave et profond que la vallée répéta et amplifia. Et puis la pluie commença, non pas avec un avertissement de bruine, mais directement, avec la décision de celle qui avait retenu l'eau pendant des semaines. Antoine resta à regarder la pluie un instant, puis il retourna là où Léa était. La fillette avait les yeux ouverts maintenant, mais avec ce regard perdu de la forte fièvre. Antoine s'agenouilla à côté du canapé. « Léa ?»« Tonton Antoine, » dit-elle, d'une petite voix étrange. « J'ai chaud, je sais, ça va passer. » Il parla avec un calme qui n'était pas fin. C'était le genre de calme qui vient de se concentrer entièrement sur ce qui est devant soi. « Nous allons prendre soin de toi. Ma tête est lourde. La fièvre fait ça. Il faut la faire baisser. » Manon était allée chercher des linges. Elle revint avec une bassine d'eau froide et des linges blancs. Ils s'installèrent des 2 côtés du canapé et la nuit qui commença à ce moment-là fut l'une des plus longues qu'Antoine ait vécues. Des linges froids sur le front, changés quand il chauffait. La fièvre monta à 40. Manon donna l'amoxicilline qu'elle avait. La bonne dose, elle la connaissait par cœur, et resta à regarder l'horloge, comme si en la regardant attentivement, elle pouvait faire avancer le temps plus vite. La pluie ne s'arrêta pas. C'était une de ces pluies de montagne qui semblent en colère contre le monde, lourde et constante, et le bruit sur le toit en zinc était une présence physique dans l'espace. Théo dormit la première partie de la nuit sans savoir qu'il y avait une crise. Antoine alla vérifier 2 fois, ajusta la couverture, retourna au salon. Vers 11 heures du soir, Léa commença à délirer. C'était un délire léger, semi-articulé. Elle appelait son père, que Antoine savait être Marc, et parfois riait de choses qu'elle seule voyait, et parfois restait trop silencieuse d'une manière qui faisait Manon poser sa main sur sa poitrine pour vérifier si elle respirait. Antoine apprit cette nuit-là que la chose la plus difficile au monde n'était pas de signer des contrats sous pression, ni de prendre des décisions avec des dizaines d'emplois en jeu. C'était de rester à genoux à côté d'une enfant fiévreuse et de ne rien pouvoir faire d'autre que de changer des linges froids et d'attendre. Manon avait le visage blanc et les mains tremblantes, mais la voix ferme. Chaque fois que Léa se réveillait de son délire et l'appelait, elle était là avec la bonne réponse, avec le bon ton, avec la bonne main sur le front. C'était la fermeté de celle qui avait déjà supporté pire et avait survécu, et qui savait donc qu'elle devait survivre à cela aussi. Mais vers 00h30, la fermeté commença à craquer. Léa appela son père de nouveau, cette fois avec plus de clarté, et cette fois elle dit « Papa, reste ici, ne t'en vas pas, papa !» Et Manon, qui avait tout supporté le dos droit, se pencha légèrement en avant comme si elle avait reçu un coup invisible. Antoine était de l'autre côté du canapé. Sans réfléchir, il passa son bras autour de ses épaules. Elle resta rigide une seconde, le réflexe de celle qui n'est pas habituée à être soutenue, qui a appris à ne pas attendre de soutien parce qu'attendre et ne pas trouver fait plus mal que de ne pas attendre. Mais le bras d'Antoine ne bougea pas. Il était ferme et tranquille, et là. Et après une seconde qui fut longue, elle s'effondra légèrement, appuyant sa tête sur son épaule, avec le genre d'abandon qui n'est pas une faiblesse, mais l'opposé de la dureté inutile. « Elle va aller bien, dit-il. »« Je ne sais pas. » La voix de Manon était petite. « La fièvre n'a pas baissé. L'amoxicilline a besoin de temps pour agir. Elle a le médicament, elle nous a ici, elle est forte. » Il fit une pause. « C'est votre fille. C'est l'enfant la plus têtue et la plus vivante que j'ai jamais vue. » Manon laissa échapper un son qui était moitié rire, moitié sanglot. « 2 ans seule avec ça, dit-elle, à voix très basse. Chaque fois qu'elle tombe malade, chaque fièvre, chaque frayeur, sans avoir personne pour veiller à ses côtés. Vous en avez maintenant, dit-il. Et ce fut si simple que dit que Manon resta silencieuse un instant, puis leva la tête
et le regarda avec une expression qu'Antoine n'avait pas encore vue chez elle. Vulnérable sans défense, ouverte sans protection, le visage de quelqu'un qui se laisse voir. La fièvre de Léa céda à 3h45 du matin. Ce fut graduel. Manon prit le thermomètre à 3h et il indiquait 39,2, à 3h30 38,6, à 3h45 38 exactement. La marge de réelle inquiétude était passée. La fillette dormait maintenant d'une respiration régulière, la rougeur diminuée, les joues moins brûlantes. Manon posa sa main sur le front de sa fille et resta là longtemps sans rien dire. Antoine était assis dans le fauteuil à côté, le dos légèrement courbé, les coudes sur les genoux, aussi épuisé qu'elle et aussi soulagé qu'elle. La pluie avait diminué dehors pour un doux bruissement. Alors Léa ouvrit les yeux. Elle regarda le plafond un instant, avec cette qualité de celui qui revient de quelque part. Puis elle tourna la tête vers sa mère. « Maman », dit-elle, d'une petite voix rauque. « Oui, mon amour. » Manon avait les deux mains sur le visage de sa fille. « Comment vas-tu ?»« J'ai fait un rêve avec papa. » Manon ferma les yeux un instant. « Ah oui », dit-elle doucement. « Il était là, dans le rêve. » Léa regarda le salon comme si elle voyait encore le rêve. « Il a dit que tout allait bien, qu'on pouvait laisser tonton Toine s'occuper de nous. » La fillette tourna la tête vers Antoine, qui était immobile dans le fauteuil, ces mots lui parvenant lentement comme de l'eau froide. « Papa a dit que vous êtes gentil. » Antoine ne put parler un instant. Manon le regardait par-dessus la tête de sa fille, les yeux trop brillants pour être contenus, avec l'expression de quelqu'un qui est traversé par trop de choses en même temps, douleur et soulagement, et quelque chose qui n'avait pas de nom facile, quelque chose qui est le moment exact où une porte qui avait été fermée à clé commence à s'ouvrir de l'intérieur. « Tonton Toine, » dit Léa, d'une voix de celle qui s'endort de nouveau, « embrasse-moi sur le front. » Antoine se leva du fauteuil. Il s'approcha de la fillette. Il plia les genoux et déposa un doux baiser sur le front encore légèrement chaud de l'enfant, qui soupira de satisfaction du devoir accompli et ferma les yeux. Quand il se redressa, Manon était debout de l'autre côté du canapé. Il y avait un très petit espace entre eux. « Embrasse-moi », dit-elle, d'une voix qui était l'opposé de l'hésitation. C'était la voix de quelqu'un qui avait attendu suffisamment et sait qu'attendre plus longtemps serait un gaspillage. Avant que je ne perde le courage de nouveau, il l'embrassa lentement, avec la délicatesse de celui qui sait que quelque chose pourrait se briser. Et elle approfondit le baiser avec tout ce qu'elle avait gardé pendant 2 ans de solitude, avec tout l'espoir qu'elle avait cru perdu et qu'elle avait retrouvé dans une maison abandonnée peinte en bleu, dans un jardin qu'elle avait fait de ses propres mains, sur un canapé prêté par le destin qui était devenu le centre d'une vie reconstruite. La pluie dehors avait complètement cessé. Les montagnes de l'Aubrac étaient mouillées et silencieuses et pleines d'étoiles. Et Nabucodonosor, qui avait observé toute la nuit depuis son poste habituel dans le fauteuil du coin, bâilla avec la sérénité de celui qui n'était surpris de rien. Le matin après la fièvre de Léa arriva avec une qualité différente de tous les matins précédents. Ce n'était pas seulement le soleil qui entrait par la fenêtre plus brillant que d'habitude, qui était le soleil d'après la pluie, lavé et net comme du verre neuf. C'était la qualité de l'espace entre les 2 personnes qui se déplaçaient dans la cuisine préparant le café, une qualité que les gens qui ne l'ont jamais ressentie ne savent pas décrire, mais que les gens qui l'ont déjà ressentie reconnaissent immédiatement. La qualité d'après, après le baiser, après la nuit passée côte à côte, après avoir dit la vérité à voix haute. Manon fit le café. Antoine coupa les fruits. Léa, rétablie avec la vitesse miraculeuse que les enfants ont, était sur le tabouret, fredonnant pour sa poupée, les joues roses et les yeux brillants. Comme si la fièvre de 40 degrés n'avait été qu'un bref inconvénient de l'univers. Théo était dans sa chaise haute, détruisant une banane avec un enthousiasme chirurgical. Ils ne parlèrent pas directement du baiser, mais il y avait une nouvelle façon de se regarder, non plus comme des personnes qui évitent de se regarder, mais comme des personnes qui regardent et ne détournent pas le regard, car il n'y a plus de raison de le faire. Après le café, pendant que les enfants étaient dans le jardin et que le matin était calme, Antoine dit « Je veux que vous restiez ». Manon lavait les tasses, le dos tourné. Elle arrêta son mouvement un instant. Puis elle continua. « Je suis veuve avec 2 jeunes enfants, dit-elle en rinçant. Vous êtes un homme d'affaires de Lyon. J'étais un homme d'affaires de Lyon. Maintenant, je suis un homme avec une propriété en Aubrac et un médecin qui m'a dit de rester tranquille pendant 2 mois. 2 mois passent. Je sais,
Il alla à l'évier, se tint à ses côtés. « Je ne propose pas 2 mois. Je propose ce qui vient après. » Elle coupa le robinet. Elle resta les mains sur l'égouttoir un instant sans se retourner. « J'ai peur, dit-elle pour la 2e fois. Mais cette fois, la voix était différente. C'était la voix de quelqu'un qui exprime sa peur non pour s'arrêter, mais pour ne pas faire semblant qu'elle n'existe pas. « Moi aussi, dit-il, mais je préfère avoir peur avec vous que d'être tranquille seule. » Elle se retourna. Elle ne dit rien un instant, se contentant de le regarder avec ses grands yeux sombres qu'il avait appris à lire mais qui avaient encore des couches qu'il mettrait du temps à atteindre, et il comprit que le temps était exactement ce qu'il demandait. « Laissez-moi réfléchir vraiment, dit-elle. Pas par peur, vraiment. Très bien, dit-il. Et il partit, car il avait appris, durant ces semaines en Aubrac, que certaines choses ne s'accélèrent pas, que presser ce qui a besoin de temps est la même erreur que de planter et d'arracher avant que cela ne pousse. Le même jour, M. Jean-Luc apparut à 11 heures du matin, avec sa camionnette pleine de bonnes intentions, et Mme Colette sur le siège passager, et quand Manon ouvrit le portail avec Léa dans les bras, le vieil homme n'eut pas besoin de plus de 5 secondes pour lire ce qui était différent. « C'est arrivé, dit-il à Mme Colette, comme s'il commentait le résultat de quelque chose sur quoi il avait parié. Mme Colette serra les mains, avec la satisfaction de l'arbitre qui a sifflé juste. « Monsieur Jean-Luc, dit Manon avec une résignation affectueuse. « Une bonne nouvelle est une bonne nouvelle, dit le vieil homme, descendant de la camionnette avec une agilité qui contredisait ses 70 ans. Je suis venu apporter des œufs frais et savoir comment va Léa. Madame Colette s'est inquiétée de sa fièvre. Madame Colette ne savait pas pour la fièvre avant que vous ne l'appeliez à 8 heures du matin, dit Manon. Une communauté qui prend soin d'elle, dit monsieur Jean-Luc, avec une sérénité totale. Antoine était sorti sur la véranda au son des voix et trouva le vieil homme le regardant avec le sourire tranquille de celui qui reconnaît sur le visage d'un autre homme ce que c'est de regarder le monde après avoir décidé quelque chose. « Comment va le cœur » demanda monsieur Jean-Luc. « Mieux que jamais » dit Antoine. Le vieil homme hocha la tête, comme si cela confirmait tout. Manon réfléchit pendant 4 jours. Antoine sut qu'elle réfléchissait car il y avait une qualité d'attention dans ses yeux quand ils se regardaient, comme si elle évaluait quelque chose avec le sérieux de celle qui ne prend pas de décision à la légère. Elle ne devint pas plus distante, c'était presque le contraire. Il y avait une nouvelle proximité dans leur façon d'être dans le même espace, comme si le baiser avait dissous un mur de verre qui existait auparavant, sans qu'ils ne sachent le nommer. La 5e nuit après la crise de fièvre, ils étaient tous les deux sur la véranda après que les enfants eurent dormi, l'endroit qui était devenu le territoire des conversations importantes avec Nabuchodonosor entre eux comme arbitre et les montagnes en arrière-plan comme témoins. Et Manon dit « J'ai peur que vous regrettiez. » « De quoi ?»« D'une veuve avec 2 enfants dans une maison qui n'est pas la sienne, sans emploi fixe, sans rien d'extraordinaire à offrir. » Antoine la regarda avec une expression qui n'était pas de l'irritation, mais de la fermeté. « Vous avez transformé une propriété abandonnée en un lieu qui sent la nourriture, les fleurs et les rires d'enfants. Vous avez élevé 2 enfants seuls pendant 2 ans, sans perdre votre dignité un seul jour. Vous avez planté un potager, pris soin de poules, peint un portail en bleu au milieu de l'hiver, parce que vous vouliez de la couleur dans votre vie. » Il fit une pause. « Qu'y a-t-il de non extraordinaire là-dedans ?» Elle le regarda. « De plus, dit-il, Théo m'a appelé « papa ». Il appelle n'importe quel homme comme ça. Il continue de m'appeler ainsi. Elle cligna des yeux. Et Léa m'a donné un nom parce que le mien était trop long. Il fit une pause. Personne ne m'a jamais donné de surnom de ma vie, en 47 ans. Manon regarda les montagnes un instant. « Vous savez que ça ne sera pas facile, dit-elle. 2 jeunes enfants, ce n'est pas facile. Je ne suis pas facile. Je n'ai jamais voulu que ce soit facile. J'ai voulu que ce soit réel. » Elle le regarda de nouveau. Il y avait une résolution dans ses yeux qui n'y était pas 5 jours auparavant. Non pas la résolution de celle qui a décidé par impulsion, mais de celle qui est allée au fond de sa peur, l'a regardée et a choisi quand même. « Alors restez, dit-elle. Si vous voulez rester, restez. » Antoine resta silencieux un instant. « J'ai une meilleure proposition, dit-il. » Elle fronça légèrement les sourcils. Il se leva du banc. Il resta debout sur la véranda sous les étoiles de l'Aubrac, qui étaient plus nombreuses que partout ailleurs dans le monde, et il n'y avait pas d'anneau parce qu'il n'avait pas eu l'occasion d'en acheter ni de plan élaboré, parce que ce n'était pas le genre d'homme à planifier ce genre de choses. Et la proposition sortit comme toutes les choses vraies sortent, simple, directe, sans fioriture. « Manon Duval, restez ici non pas comme invité et non pas comme locataire.
Restez comme épouse. Le silence qui suivit fut du genre qui n'est pas vide, mais plein. Plein des montagnes, des étoiles, du bruit lointain d'une grenouille dans une flaque d'eau du jardin, du ronronnement bas de Nabuchodonosor. Elle le regarda pendant un temps qui parut long mais fut probablement court. Sans bague, observa-t-elle, d'une voix qui essayait d'être sérieuse, mais avait cédé à quelque chose de plus doux. Sans bague, confirma-t-il. Mais avec le potager, les poules, le chat, le portail bleu et l'intention complète. Elle se leva du banc. Elle vint vers lui. Elle posa ses mains sur sa poitrine, à l'endroit exact où elle avait posé ses doigts sans le vouloir des semaines auparavant, et les avait retirés trop vite, et cette fois, elle ne les retira pas. « Très bien, dit-elle. Restez alors. » Il posa ses mains sur les siennes. « Restez vous aussi. » Je reste. La nouvelle se répandit dans le village de l'Aubrac, avec la vitesse spécifique des bonnes nouvelles, dans les endroits où tout le monde se connaît, qui est considérablement plus rapide que la vitesse de la lumière. Avant que le soleil du lendemain ne soit haut, Monsieur Jean-Luc était passé par le portail bleu, le visage fendu d'un sourire et la proposition déjà formée. Mariage la semaine suivante. La salle de l'épicerie prêtée. Le père Antoine disponible le jeudi. Le vieil homme avait vérifié l'agenda avant de venir, ce qui suggérait qu'il avait vérifié avant même de savoir qu'il y avait besoin de vérifier. Gâteau de mariage par Madame Geneviève, qui avait fait des gâteaux pour 30 mariages au village et n'en avait jamais raté un. Fleurs du propre jardin de la mariée. « La semaine prochaine, c'est trop rapide, » dit Manon. « Non, ce n'est pas le cas, » dit Monsieur Jean-Luc avec une conviction absolue. « Vous avez déjà perdu assez de temps. » Madame Colette apparut à 10 heures du matin avec Madame Chantal, qui brodait, et Madame Sylvie, qui cousait, et sans que personne ne le demande formellement, une mobilisation communautaire commença, qu'Antoine observa avec la sensation d'être entré dans un mouvement qui avait sa propre vitesse et direction et n'avait pas besoin de leadership externe. Léa resta au bord des conversations d'adultes, les yeux brillants, absorbant tout. En fin de matinée, lorsque les adultes se dispersèrent enfin pour résoudre les tâches qui avaient été distribuées avec une efficacité qui rivalisait avec n'importe quelle réunion d'entreprise qu'Antoine avait présidée, la fillette apparut sur la véranda où il était assis avec sa poupée au bras. « Tonton Antoine, dit-elle. Maintenant ce sera Papa Antoine. » Antoine regarda la fillette un instant. Il sentit son cœur battre. Il compta comme toujours, mais cette fois non pas parce qu'il surveillait, juste parce qu'il était attentif à tout ce que le cœur disait maintenant qu'il avait appris que le cœur disait des choses qui valèrent la peine d'être écoutées. « Si tu veux, dit-il. » La fillette considéra cela avec son sérieux habituel. Puis elle fit demi-tour et partit en courant à l'intérieur appeler sa mère pour raconter quelque chose qui ne pouvait clairement pas attendre. Antoine resta sur la véranda seul un instant, avec l'Aubrac autour, les montagnes, les fleurs, l'odeur de terre encore mouillée de la pluie de la semaine dernière, et pensa qu'il était arrivé à cette propriété en cherchant le repos et le silence et le vide organisé d'un homme qui avait fui sa propre vie. Et il avait trouvé exactement le contraire de tout cela. Et c'était exactement ce dont il avait besoin. Le jeudi du mariage arriva avec le ciel ouvert et sans nuages, le genre de jour que la région des montagnes offre quand elle le veut, généreux, doré, avec l'air pur qui vient de l'altitude et de la paix. Le village de l'Aubrac s'était mobilisé avec un sérieux qui rivalisait avec les grandes productions. Monsieur Jean-Luc avait balayé la salle de l'épicerie la veille et poussé les étagères contre les murs, créant un espace qui n'était pas grand mais suffisant et que Madame Colette avait décoré avec du tissu bleu et blanc suspendu au plafond, créant une atmosphère simple et belle, de la manière que seules les choses faites avec affection peuvent l'être. Les fleurs venaient du jardin de la mariée. Les tournesols que Manon avait plantés à côté de la clôture, cueillis tôt le matin avec la rosée encore sur les pétales, arrangés dans des bouteilles en verre éparpillées sur les tables. Le gâteau avait été fait par Madame Geneviève 3 jours à l'avance et était réfrigéré chez elle, à la vanille avec un glaçage au lait concentré, avec des fleurs en pâte à sucre faites à la main par une de ses petites filles qui avait le don pour cela. Il arriva à la salle le matin du mariage enveloppé dans du voile blanc et avec l'expression d'un objet de fierté collective qu'il était. Manon se prépara dans la chambre principale de la maison, qui était redevenue la chambre principale sans discussion formelle. Les choses s'étaient ajustées naturellement, comme l'eau trouve son niveau. Madame Chantal avait ajusté un chemisier en dentelle qui avait appartenu à sa fille. Gardé dans une boîte depuis le propre mariage de sa fille,
qu'elle avait généreusement cédé lorsqu'elle apprit la situation. C'était un simple chemisier en lin blanc, avec des détails en dentelle sur les manches, qui s'accordait avec une jupe florale que Manon possédait et que personne n'avait associée à un mariage auparavant, mais qui était exactement juste. Madame Sylvie avait cousu pour Léa une petite robe en cotonnade bleue qui s'accordait avec le portail. La fillette l'avait exigée avec une conviction qui laissait entendre qu'il n'y avait pas de marge de négociation. Antoine se prépara dans la chambre du fond avec la chemise blanche qu'il avait apportée dans sa valise et n'avait jamais porté, un pantalon de couleur neutre, sans cravate. Quand il sortit sur la véranda pour attendre, Monsieur Jean-Luc le regarda de la tête aux pieds avec l'expression d'un jury qui délibère. « C'est bon, dit le vieil homme. Merci. Manon sera magnifique. Je sais. Vous êtes nerveux. Non. » Monsieur Jean-Luc le regarda avec l'œil entraîné de 70 ans de lecture humaine. « Si, dit-il avec tendresse. » Antoine décida de ne plus argumenter. Le trajet jusqu'à la salle se fit à pied, car tout ce qui importait dans le village de l'Aubrac était à distance de marche, et parce que c'était le genre d'après-midi qui invite à la promenade. Monsieur Jean-Luc marcha aux côtés d'Antoine. Manon vint avec Léa d'un côté et Théo dans les bras. Et quand Antoine la vit sortir par le portail bleu avec le chemisier en lin blanc et les cheveux attachés avec des fleurs du jardin, il sentit cette étreinte dans la poitrine que le moniteur cardiaque avait enregistrée des semaines auparavant, mais qu'il savait maintenant distinguer avec précision de l'infarctus. C'était l'opposé de l'infarctus. C'était la vie qui courait au bon endroit. Le père Antoine les attendait dans la salle avec son étole et son missel, et l'expression de celui qui fait exactement ce pourquoi il est fait. C'était un prêtre petit et rond, aux cheveux blancs et aux lunettes à monture épaisse, qui avait baptisé la plupart des enfants du village ces 20 dernières années et qui connaissait le nom de toutes les personnes présentes. Il se trompa de nom du marié 2 fois. La première fois, il dit Armand. La deuxième fois, il dit Robert, ce qui fit rire Léa si fort que la moitié de la salle rit avec elle. Robert non, dit Léa avec autorité. C'est tonton Antoine. Qui est Antoine? Mais Robert, c'est trop long. Le père Antoine ajusta ses lunettes et continua avec sa dignité intacte. Au milieu des vœux, Théo décida qu'il était resté silencieux assez longtemps et commença un monologue enthousiaste qui incluait plusieurs papas dirigés de manière univoque vers Antoine, ce qui fit Manon serrer les yeux rapidement avant de continuer à parler et fit Antoine, pour la première fois depuis des décennies, sentir que ses yeux faisaient quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il ne savait plus quand. Léa laissa tomber les fleurs qu'elle tenait en essayant d'attraper le voile de sa mère qui tombait. Il n'y avait pas de voile, elle avait inventé le voile. Puis regarda les fleurs par terre avec une expression philosophique avant de décider qu'elles étaient bien là et de les laisser. Le gâteau fondit légèrement sous la chaleur de l'après-midi, car la salle avait une fenêtre qui ne fermait pas complètement. Madame Geneviève fut mortifiée. Tout le monde dit qu'il était délicieux, car il était en effet délicieux. Monsieur Jean-Luc porta un toast avec la liqueur de gentiane qu'il avait apporté sans demander d'autorisation. Et le discours fut court et parfait. La vie ferme parfois toutes les portes d'un coup pour que l'on cesse d'utiliser les portes et commence à utiliser les fenêtres. Santé aux mariés et que ces montagnes gardent cette famille pendant de nombreuses années. Tout le village but. Le docteur Olivier, s'il l'avait su, aurait eu des opinions sur les 2 doigts de liqueur du marié. Mais le docteur Olivier était à Lyon, et l'Aubrac était en Aubrac. Le mariage le plus imparfait et le plus parfait qu'aucun d'eux n'ait jamais vécu se termina avec le soleil se couchant sur les montagnes, et Léa endormie sur l'épaule d'Antoine, sur le chemin du retour, lourde comme une pierre, avec les fleurs en cotonnade écrasées dans son chignon et sa poupée en bandoulière. Théo s'était déjà endormi avant le toast. Monsieur Jean-Luc marcha derrière eux une partie du chemin avant de tourner vers sa propre rue en sifflant. Ils arrivèrent au portail bleu dans le bleu de la fin de journée. Manon s'arrêta avant d'entrer. Elle regarda le portail un instant. « C'est Léa qui a choisi cette couleur, » dit-elle. « Je sais. Quand je suis arrivé ici la première fois, elle avait 3 ans et a dit que le bleu était la couleur du ciel et que la maison devait s'accorder avec le ciel. Elle toucha le bois peint du bout des doigts. J'ai cru qu'elle faisait l'enfant. Mais elle avait raison. Antoine poussa le portail. « Elle a toujours raison, » dit-il. Ils entrèrent. Les mois qui suivirent furent construits sur la base que ces semaines avaient jetée, mais avec la solidité que seul le temps quotidien donne, le genre de solidité qui ne vient pas d'événements dramatiques, mais de la somme des matins de café, des après-midi au potager, des soirées de lecture à voix haute,
Des dîners où Théo essayait de voler de la nourriture dans l'assiette du voisin, et Léa racontait des histoires que personne n'avait demandées et que tous voulaient entendre. Antoine dépassa le délai de 2 mois du docteur Olivier sans s'en rendre compte. Non pas parce qu'il avait oublié son cœur, mais parce que son cœur avait cessé d'être la chose la plus préoccupante dans la pièce et était redevenu simplement le cœur battant régulièrement content. Le docteur Olivier vint personnellement en Aubrac pour la consultation de suivi, un voyage qu'il avait dit être purement professionnel, mais qui inclut une visite à l'épicerie de M. Jean-Luc et 3 heures de conversation sur la véranda avec une expression de plus en plus déconcertée de celui qui s'attendait à trouver un patient en convalescence et trouva un homme complètement différent de celui qu'il avait envoyé là-bas. « Les examens sont meilleurs que n'importe quel pronostic que j'aurais pu donner, » dit le médecin, regardant les feuilles du rapport, ses lunettes sur le bout du nez. « Pression normale, fréquence cardiaque stable, les niveaux qui étaient altérés sont revenus à la normale. Le repos a aidé, dit Antoine. Le docteur Olivier le regarda par-dessus ses lunettes, évalua la véranda, le jardin, Léa courant dans le jardin, Théo sur la pelouse essayant d'atteindre le chat, Manon au potager, les mains dans la terre. « Clairement, » dit le médecin sur un ton qui contenait exactement ce qu'il avait compris de ce qu'il voyait. La décision concernant l'entreprise avait été prise avec le calme de celui qui connaît déjà la réponse avant de formaliser la question. Antoine avait appelé l'avocat 2 semaines après le mariage et avait initié le processus. Cécile avait présenté la proposition aux investisseurs comme elle l'avait dit, et il y avait des acheteurs. Il y avait toujours des acheteurs quand l'entreprise avait les chiffres qu'elle avait. Le processus prit des mois comme les processus prennent, avec des papiers et des négociations et des révisions qu'Antoine suivait par téléphone et par ordinateur avec la distance de celui qui s'était déjà détaché avant de signer. L'argent était suffisant, plus que suffisant pour ce qu'Antoine avait commencé à dessiner pour la propriété, non pas dans la grandeur des projets corporatifs, mais à une échelle humaine. Agrandir le potager pour une production que la coopérative locale avait montré un intérêt à acheter, restaurer la grange au fond de la propriété avec une structure pour accueillir éventuellement des touristes ruraux, embaucher M. Jean-Luc comme consultant informel sur ce dont la région avait besoin et ce dont elle n'avait pas besoin. C'étaient les plans de quelqu'un qui avait troqué la construction du plus grand pour la culture du réel. La lettre de l'avocat arriva un matin de plein soleil. Antoine était dans la cuisine lorsque le facteur, Thierry qui venait à la propriété depuis l'arrivée de Manon et avait adopté la famille comme sa tournée préférée, sonna au portail. Manon alla chercher l'enveloppe. Elle la lui apporta avec l'expression de celle qui sait ce que c'est. Il l'ouvrit, il lut. La vente avait été conclue. La valeur avait été transférée sur le compte. L'entreprise qui avait été la sienne pendant 12 ans était passée entre d'autres mains avec toute la formalité que le monde des affaires exige, et ce chapitre était clos avec la précision nette d'un paragraphe, avec un point final. Antoine resta à regarder la lettre un instant. Puis il plia le papier avec soin, le remit dans l'enveloppe, posa l'enveloppe sur la table. Il regarda par la fenêtre le jardin où le soleil frappait le potager, et les poules circulaient avec autorité, et Léa avait inventé un cirque pour Nabuchodonosor qui n'avait clairement aucun intérêt à y participer, mais le tolérait par politesse. « Vous êtes libre ?» dit Manon à ses côtés. « Je le suis » dit-il. Elle appuya sa tête sur son épaule. Le geste était devenu naturel, aussi naturel que le café du matin et le silence de la véranda le soir. Antoine passa son bras autour d'elle. « Il y a quelque chose que je dois vous dire » dit Manon d'une voix qui avait une qualité différente, hésitante et douce à la fois, comme lorsque quelqu'un porte une nouvelle qu'il ne sait pas exactement comment commencer. Il la regarda. Elle avait le visage tourné vers la fenêtre, mais avec un sourire qui grandissait de l'intérieur vers l'extérieur, du genre qui ne peut être contrôlé parce qu'il est trop grand pour le visage. « Je suis allée chez le médecin la semaine dernière, dit-elle. Antoine resta très silencieux. Le docteur Sophie Martin a dit que tout allait bien. Elle se tourna finalement vers lui. Ses yeux brillaient d'une brillance qu'il avait appris à distinguer. Ce n'était pas de la tristesse, c'était l'autre chose. La chose qui déborde quand elle est trop grande pour être contenue. Elle a dit qu'au vu de la taille, cela devait être arrivé en novembre. Antoine la regarda un instant sans rien dire. Novembre avait été le mois où la fièvre de Léa était passée, où la pluie avait cessé, où les montagnes de l'Aubrac étaient pleines d'étoiles. Il posa sa main très lentement sur son ventre. Il sentit sous la paume, pas encore le bébé, c'était trop tôt pour cela, mais il sentit la réalité de cet espace, de cette vie qui commençait,
de ce que cela signifiait. L'homme d'affaires qui était arrivé à cette propriété en voulant se reposer et fuir ferma les yeux un instant. Il pensa à l'infarctus, au moniteur cardiaque, au docteur Olivier, disant que c'était la deuxième chance. Il pensa au portail bleu qu'il avait trouvé au lieu du portail délavé qu'il avait laissé, au café exactement comme il fallait, à la fillette qui lui avait donné un surnom, au bébé qui avait dit papa en le regardant dans les yeux, à la femme qui avait écrit qu'il lui rappelait qu'elle était vivante. Il pensa qu'il était arrivé en voulant le silence et avait trouvé l'opposé du silence, qu'il avait trouvé le bruit des enfants et le chant du coq le matin, et la poule dans l'enclos et le gros chat sur la véranda, et le voisin sans cérémonie, et le prêtre qui se trompe de nom, et le gâteau qui fond sous la chaleur, et la nuit de fièvre, et la pluie de montagne, et les étoiles, et l'odeur de la terre et du café et du savon de Marseille, et le rire spécifique de Manon qui s'était échappé avant d'être contenu cet après-midi-là dans la cuisine, et qu'il avait gardé comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il ait entendue en 47 ans de vie. Il avait trouvé exactement cela, et finalement, la main sur le ventre de son épouse dans la cuisine pleine de soleil et la lettre pliée sur la table, avec Léa inventant un cirque dehors et Nabucodonosor tolérant avec dignité et Théo essayant de manger de la terre que Manon devrait aller lui retirer dans 3 minutes, l'homme d'affaires qui avait failli mourir seul dans un bureau froid comprit ce que le docteur Olivier avait voulu dire en parlant de deuxième chance. Ce n'était pas une deuxième chance de se reposer, c'était une deuxième chance de vivre. Il ouvrit les yeux. Il regarda Manon. « Ce sera un garçon ou une fille ?» demanda-t-il. Elle ouvrit les bras, abandonnée au sourire qu'elle avait cessé d'essayer de contenir. « Je ne sais pas encore. »« Très bien, » dit Antoine. « Nous avons le temps de le découvrir. » Et ces mots étaient si simples et si vrais, nous avons le temps, qu'aucun des deux n'eut besoin d'ajouter quoi que ce soit. Dehors, dans le jardin ensoleillé, Léa cria que Nabuchodonosor était enfin entré dans la boîte du cirque, et Théo cria de bonheur pour Nabuchodonosor, et les poules caquetèrent de l'enclos sans en comprendre la raison, mais disposées à participer. Et le soleil de l'Aubrac frappait tout avec la générosité spécifique des jours qui portent en eux tous les autres jours à venir. Chers auditeurs, si cette histoire d'Antoine et Manon a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre en l'écrivant, alors vous savez que parfois les meilleures choses de la vie arrivent sans avertissement, sans plan, par une porte dont on ne savait même pas qu'elle existait. Un portail bleu au milieu d'un chemin de terre peut être le début de tout. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une nouvelle histoire tous les jours, car nous avons beaucoup plus à raconter. Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez. Nous voulons savoir jusqu'où ces histoires parviennent. Et si cette narration vous a fait sourire ou serrer le cœur, laissez un j'aime avant de partir, car chaque j'aime nous aide à continuer d'apporter des histoires comme celle-ci. À la prochaine.